Salut à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Sweat Story. Aujourd'hui, on va accueillir Julien, cofondateur de la marque Picture et accessoirement un homme de défi puisque il va participer à des expéditions, à des raids, un grand sportif du quotidien. On vous laisse kiffer l'épisode. Pour nous aider à développer ce podcast et recevoir encore plus d'invités de qualité, on compte sur toi pour liker la vidéo, la partager à un maximum de personnes. Bonne écoute. Juju, bienvenue sur le podcast Sweat Story. Merci de me donner un peu ton temps pour partager aux gens un peu ton expérience et ce que tu fais dans la vie. Nous, on s'est rencontrés au CrossFit, mais tu es surtout un des fondateurs de la marque Picture. Est-ce que, avant de parler de ce gros projet-là et ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Donc, moi, c'est Julien Durand. J'ai grandi sur Clermont-Ferrand avec mes deux amis avec qui on a créé la marque, Jérémy et Vincent. On est potes d'enfance depuis qu'on a 12 ans. Donc, nous, on s'est connus par le skate, le snowboard. Donc, on vient de cette culture board culture, board sport. Et moi, je suis rugbyman à la base. Donc, j'ai grandi dans cette culture board sport avec le rugby en parallèle. Donc, ils m'ont appelé le bourrin, les copains. Et, C'est toujours le cas et du d'ailleurs, coup, mais ça, quand on a voulu lancer ce projet, chacun avait un petit peu fait ses bonhommes de chemin. Et moi, je sortais d'une école de commerce à Marseille. J'avais bossé pour Coca-Cola, puis Orangina Schweppes. Puis c'est le ras-le-bol de la vie parisienne et de cette vie finalement où t'es pas en montagne, t'es pas dans la nature et t'es pas sur ta board, qui a fait que j'ai appelé Géré et Vincent un soir et je leur ai dit, ça vous dit pas qu'on lance ce projet dont on parle maintenant depuis 3-4 ans et puis on a commencé à discuter de Picture. Donc on va dire que ma deuxième vie, après le corporate, a vraiment commencé avec Picture. Ok, super. Et avant justement que t'as parlé rapidement un peu du passé que tu as eu avec tes deux associés actuels. Euh, Comment c'était quand t'étais jeune au niveau sportif et au niveau aussi, on va dire, études? T'as fait quoi un petit peu toi avant de te lancer là-dedans? Donc, au niveau du sport, j'ai toujours fait du rugby, mais en parallèle, je faisais de la natation, je faisais du judo, donc j'étais assez hyperactif, donc mes parents, ils devaient m'occuper, sinon j'étais infernal à la maison. Donc, c'était le sport et les devoirs pour éviter les écrans, parce que j'étais geek de jeux vidéo aussi. Et ça, pour le coup, ça nous avait bien réunis avec Vincent. Guide de jeux vidéo? Geek Ah, de geek, jeux pardon. vidéo, Ok. dès que, tu vois, on jouait à Final Fantasy. Ok. Tony Hawk Pro Skater, et on va Ok. dire que c'est les deux jeux qui, pour le coup, nous ont vraiment tenus en haleine des heures. On faisait les nuits du gaming. On s'enfermait le samedi matin s'il n'y avait pas match, et jusqu'au dimanche soir, on se finissait un Final Fantasy à deux avec Vincent. Ok. Et donc après, moi j'ai toujours voulu être prof de sport. Donc j'ai fait STAPS, j'ai fait 4 ans de STAPS, et après STAPS, en fait, en parallèle, j'étais pion. Et là, je me suis dit que finalement, j'avais pas du tout envie d'être dans l'éducation et la relation à l'ado, parce que finalement, je devenais le copain des ados et j'avais aucune relation d'autorité sur eux. Et je me suis dit, ma vie va être un enfer. Et donc, je suis parti dans les filières management du sport, mais quand tu es en STAPS, ça débouche sur pas grand-chose. Donc, c'est là que j'ai fait les concours passerelles, tremplin pour rentrer en école de commerce. Et là, j'ai bossé pour Coca-Cola, au partenariat sportif de Coca-Cola pendant 2 ans. Donc ça, c'était assez cool parce que je bossais avec l'Olympique de Marseille, avec l'Open Monte-Carlo de tennis, avec la Formule 1 à Monaco. Et puis après, je suis parti bosser à Bruxelles sur toute la partie concert, musique. Donc là, tu vois, on a fait les festivals de Dour, les grands festivals, les vieilles charrues, là, tous ces trucs-là. Et, euh, Et et ensuite, t'organisais ou non, c'était quoi t'es ton job là-dedans? sponsor. Donc t'es sponsor. Donc moi j'étais junior. Hein, donc mon boss c'était le mec qui dealait les sponsoring. Ok. Et moi je gérais l'opération sur le terrain. Ok. Donc fallait mettre en place la visibilité, fallait coordonner le fait que t'aies tous les logisticiens qui rechargent les vitrines de Coca-Cola en permanence pour qu'il n'y ait jamais de rupture sur les buvettes des festivals, les, comment on appelle ça, les zones VIP. Ok. Fallait organiser que tous les invités soient reçus avec leur petit package. Tu parles de l'OM, tu vois, ils avaient tous des maillots dédicacés que je devais récupérer. Donc j'étais, on va Ok. dire, logisticien événementiel pour le compte du partenariat de Coca. Donc là, j'étais présent sur tous les événements. Donc ça, c'est plutôt chouette. Tu te fais le festival de Cannes, tu te retrouves en soirée avec Bruce Willis, avec des mecs comme ça. Donc toi, t'as quoi? T'as 22 ans,
t'es comme un dingue, tu vois, tu vas pisser, il y a Franck Dubosc qui pisse à côté de toi. T'as envie de lui dire, fais-moi une blague, t'oses pas. Et donc, du coup, voilà, donc tu te mets un peu des paillettes dans les yeux, c'était chouette. Et après, je suis reparti à Paris, là, bosser au siège en tant que chef de produit. Donc, chef de Ok. produit, c'est tu définis une offre, tu crées des packages commerciaux pour que les équipes de vente derrière déploient les packages commerciaux dans la grande distribution, dans les cafés, les hôtels, les restaurants. Et, euh, et là, pour le coup, c'est du vrai corporate, avec toute la politique et le politiquement corporate qui va autour. Et moi, j'étais pas trop fait pour rentrer dans ce moule-là. C'est quoi que tu appelles Et corporate? C'est-à-dire que le tu peux. corporate, on va dire que c'est cette espèce d'esprit politique d'entreprise où tu es au service d'une politique globale, où tu Ok. dois aller dans le sens de la politique, Mm. où tu dois toujours avoir le smile. Quand t'es pas d'accord, des fois, il faut savoir se taire pour dire que t'es pas d'accord parce que l'entreprise a raison Mm. et que toi, tu es juste un pion au service de ce projet. Et du coup, tu as beaucoup moins de liberté d'expression. En tout cas, tes prises de parole doivent être complètement maîtrisées, doivent être mesurées. Et moi, qui suis plutôt brut de fonderie, ou bourrin, comme disent les copains, j'avais tendance à arriver avec mes gros sabots, à dire ce que je pensais, et ça passait pas très bien dans le milieu des grosses boîtes, quoi. Ok. Et donc j'étais plutôt, tu vois, jugé comme le perturbateur, l'espèce du mec au fond de la classe qui emmerde. Et quand un projet doit avancer, tu vois, tu dis, bah, cette campagne, moi, je pense qu'elle marche pas, quoi, elle est pourrie. Et vu que toi, tu dis, elle est pourrie, tu dis pas, je pense qu'on pourrait faire évoluer cet élément-là qui amènerait plus. Mm. Bah, finalement, t'es tout de suite pris, Pour un connard. jugé comme un connard, quoi. Ouais. Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut absolument qu'on parte faire un projet d'entrepreneuriat où on est, nous, face à nos responsabilités et à nos enjeux. Les décisions qu'on prend, elles ont un impact direct. Et je vais pas attendre 8 ans qu'un bout de ma décision soit retenu pour faire avancer quelque chose. Et C'est ça qui donc, a fait que quand tu appelles tes deux associés là, c'est ce ouais, genre de situation cette qui te volonté fait. d'avoir une vraie liberté de décision. Ouais. Et de pas dépendre d'un boss au-dessus, dépendre de collègues, dépendre de gens qui vont aussi juger tes paroles. Et quand tu commences en bas de l'échelle, bah, il faut savoir faire profil bas pour évoluer petit à petit. Mm. Et ce qui aujourd'hui est presque une logique qui existe dans notre entreprise, que moi j'ai fui dans ces plus grosses boîtes. Évidemment, on est une plus petite boîte, donc ça a une échelle moindre. Mais malgré tout, tu vois, ce que j'ai fui, en grossissant, on est en train de reproduire ça. Et j'essaye de faire en sorte que ça se passe pas dans notre entreprise, mais indéniablement, ça arrive, quoi. Et justement, tu parles de euh, de ce passage à l'action entre guillemets où cette situation-là te plaît pas et ensuite tu vas dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même tu peux ne pas être d'accord avec le système entre guillemets imposé, mais de là à, après toi te lancer et réussir. Tu vois, qu'est-ce qui fait que déjà que c'est une décision qui est pas réfléchie ou c'est que tu dis ok maintenant j'en ai marre, c'est moi qui vais décider ce que je vais faire donc je me lance à mon compte, ou est-ce que c'est quelque chose de réfléchi qui prend du temps? Tu réfléchis à tout ça, dire bon, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai les capacités, comment ça se passe ce cheminement jusqu'au moment où tu prends la décision de. Bah, je pense que c'est une notion de prise de risque. Qu'est-ce que j'ai comme risque réel dans ma vie à tout quitter et à partir ailleurs? Bah, finalement, j'avais pas d'enfant, j'étais pas propriétaire, j'avais pas de crédit sur le dos, j'avais droit à un an de chômage, donc ça veut dire que si ça marchait pas, je recherchais du job, mais j'avais quand même un an de chômage qui Hmm. me tenait en vie pendant un an. Donc je me suis dit, bah, de toute façon, le seul truc que j'ai à perdre, c'est un an de ma vie. Et au pire, ce serait une expérience bénéfique pour repartir sur un autre projet. Et après, bah, j'avais confiance en le fait que on n'était pas plus con qu'un autre et que finalement, si on développait un bon produit bien positionné et qu'on vendait au bon prix, il n'y avait aucune raison qu'il ne se vende pas. Et je viens de la culture de la vente, parce que dans toute Hmm. la formation, finalement, notre formation business, c'est comment vendre et comment persuader. J'étais pas trop mauvais sur ce secteur et je me suis dit, bah, de toute façon, tout démarre de la vente. Si tu vends, derrière, tu pourras développer et tu auras un business qui sera profitable. Donc, bah, maintenant, à nous de jouer, quoi. Mais à ce moment-là, ce que je sais aussi, c'est que moi, tout seul, je suis incapable de mener un projet parce que j'ai pas une force créative de dingue, parce qu'il y a des dossiers sur lesquels j'ai pas forcément envie de m'investir. Et je me dis, bah, là, j'ai deux potes qui, pour le coup, ont ces skills et dans leur vie sont sur des moments de vie où ils ont, eux, rien à perdre ou pas beaucoup et qui seraient potentiellement OK pour entreprendre et ils ont du talent. Bah, c'est à eux qu'il faut que je propose le truc.
Et Jérémy, que j'ai appelé, lui, il était architecte. Pour le coup, c'est une machine de création. Il est capable de te poser 500 modèles d'une collection en 7 jours. Il s'enferme et il crée, il crée, il crée, il crée. C'est une machine à créer. Par contre, bah, c'est pas un grand communicant, c'est pas un grand vendeur. Mais là où il est bon, il est vraiment talentueux. Mm. Et Vincent, pour le coup, c'est un mec carré, droit dans ses bottes, qui avait tout pour pouvoir réussir là-dedans. Donc là, je me dis, bah, si je m'entoure bien avec ses potes avec lesquels on partageait les mêmes passions et qui, eux, sont potentiellement dans leur life, mais à cette époque, c'était juste quelque chose que je supposais, à un stade où ils sont prêts à passer à autre chose, bah, ça peut le faire. Donc là, avant de tout quitter, j'appelle quand même les copains. Ouais, avant de Voilà. tout balancer. Et du coup, là, on en parle et ça prend peu de temps, quoi. Ça prend une semaine. Et Géré dit, bah voilà, moi, je suis engagé, je suis associé dans une société de maîtrise d'œuvre et d'archi. Donc, je l'ai fait parce que c'était la route facile pour moi. Maintenant, me désengager, c'est pas très compliqué, mais il me faut un petit peu de temps. Donc, je fais en parallèle les deux. Et si Picture, vraiment, ça doit prendre mon temps et qu'on sent que ça décolle, je lâche. C'est Et sécurisé un petit peu. voilà. Donc, lui, il a géré sa passerelle de manière réfléchie. Et Vincent, lui, de toute façon, il n'avait pas entamé de job à droite à gauche. Il était en début de projet professionnel. Donc, du coup, lui, il a dit, bah, vas-y, on tente. Au pire des cas, ça marchera pas, j'irai chercher du job, quoi. Ok, ok, trop bien. Et est-ce que tu peux, on en parlait un petit peu en off, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien que vous avez tous les trois ensemble et la genèse un peu là pour le coup du produit en lui-même et de ce que vous vouliez réaliser qu'est-ce que tu avais comme vision, que vous avez comme vision, parce que j'ai l'impression que c'est quand même toi qui es un peu à l'initiative, c'est toi qui les as appelés, etc. Peut-être que vous en avez discuté un petit peu avant, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette genèse et du lien que vous avez entre vous et du produit que vous avez pensé en amont au tout début? Bah, ce qui était intéressant, c'est que finalement, moi j'avais ma vision, mais elle a été hyper transformée par les discussions qu'on a eues avec Gérard et Bien Vincent. sûr. Parce que tu vois, moi, ma vision, c'était lancer une marque outdoor board sport, à l'époque très orientée snowboard et Mhm. ski. Et j'avais pas forcément, moi, dans ma vision, l'enjeu éco-responsable 100%. Géré, lui, il bossait déjà à la conception de maisons passives, etc. Donc il était hyper, lui, sensible à cette dimension environnementale, écologique. On a notre passif, tous les trois, de la board culture, où on a grandi avec les Volcom, avec les DC Shoes, avec les Mhm. Burton. Et du coup, et ce qui a fait d'ailleurs qu'on se rencontre avec Jérémy, c'est que mon cousin au collège voit Jérémy avec un sac Burton. Il lui dit, tiens, tu fais du snowboard? Jérémy fait, ouais. Il fait, ouais, moi aussi. Et le week-end d'après, on se met à faire du skate tous les trois et on devient potes grâce à un sac à dos Burton. Et donc, du coup, tu vois, c'est ces marques aussi qui nous réunissaient, qui étaient nos marques qui nous affichaient comme membres de la tribu Mhm. des skateurs, snowboarders. Et donc, cet univers, il nous collait à la peau. Donc, on voulait créer quelque chose dans cet univers. Et on avait une marque dont on adorait les valeurs, c'était Pata, mais c'était la marque de mon père à l'époque. C'était pas une marque jeune, etc. Par le Patagonia. Ouais, elle a bien évolué ces 20 dernières Mhm. années. Elle est devenue une marque hyper trend. Mhm. Mais il y a 20 ans, c'était une marque de soixantenaire. Mais par contre, tout ce qu'ils défendaient derrière et ce qu'ils amenaient derrière, c'était un engagement qui était hyper parlant. Et c'est là où Géré, il nous dit, mais moi je pense qu'aujourd'hui, on doit créer finalement ce qui serait la fusion d'un Burton et d'un Patagonia pour faire en sorte qu'on ait un positionnement complètement unique, qu'on C'est quelle défende année des ça? valeurs 2008. Ah ouais, tu imagines, c'était Et, à ouais, 16 ans. et c'est là où on commence à dire, bah, à ce moment-là, ça veut dire que notre marque, elle doit être une marque à mission Mhm. et on doit avoir un engagement sur l'impact positif qu'on pourrait avoir sur le Mhm. réchauffement climatique. Alors, impact positif, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, comment essayer d'utiliser le business comme une force pour faire le bien, quoi. Ouais, ok. Et à ce moment-là, donc la transformation du produit, donc toi, le produit pour justement snowboard, ski, après, comment il se transforme après en une marque générale outdoor? Je pense qu'il y a Ouais. un Bah long là, chemin, mais. là, tout commence sur un salon. On se dit, il faut qu'on innove, faut qu'on amène de la rupture dans l'innovation parce que sinon personne va nous regarder. Donc là, on part au salon de l'armée, ça s'appelle Millipol à Paris, Ok, et on dit de toute façon, toutes les idées, elles se lancent dans l'armée. ok, Puisque là où il y a de l'argent, c'est dans le militaire ou dans le nautisme. C'est là où il y a les plus gros budgets d'innovation et de recherche et développement dans le monde. ok. Donc Je on savais pas. part sur ce Ok. salon et on se dit, vas-y, on va rechercher tous les nouveaux matériaux, les nouvelles technos.
et on va voir ce qu'on peut Ah, vous essayer n'y de allez pas trouver. pour présenter, vous y allez Ah non, pour chercher des on idées, va chercher chercher des du matériau. technos Ok. et des matériaux. Ok. Et on se dit, bah, les mecs qui présenteront ces matériaux pour les militaires, c'est presque ce qui va permettre d'introduire le produit dans le grand public derrière, parce que Mm. un milieu professionnel avec nécessiteux de performance va finalement valider le produit. Donc là, on part là-bas. On rencontre un mec qui s'appelle Thierry M, qui avait un brevet sur une membrane céramique. Ce mec nous introduit auprès d'une autre personne ici à Annecy, et ce qui a fait le cheminement aussi de bouger de Clermont-Ferrand à Annecy, mais qui s'appelle Georges Pesset, qui avait une société qui s'appelle Jonathan et Fletcher. Eux, ils font du modélisme, du patronage, du développement de produits pour la performance. Tu vois, ils ont à leur actif toutes les combinaisons des records du monde de KL, ils ont 50% du marché des descendeurs en ski alpin pour faire les combinaisons sur mesure des Ok. skieurs en descente. Ils ont développé les premières wingsuits qui ont existé dans le monde, où les mecs sont arrivés avec des dessins et des idées, ils leur ont développé dans des matériaux spécifiques des wingsuits. Ils ont développé les premières collections de Quicksilver dans la montagne. Ils ont Ok, été ils sont à la base voilà, ils ont été à d'énormément de l'origine de choses. Rossignol Snowboard avec les équipes de développement de Rossignol. Mm. Donc voilà, c'est des mecs qui ont un passif dans la R&D textile phénoménal. Tu vois, Kanye West est venu faire une collection chez eux il y a 3 ans. Enfin, c'est c'est des pointures. Et donc là, on arrive chez lui et Jérémy avait dessiné des vêtements sur des planches A0 d'architecte, et il avait coté les vêtements comme il aurait fait des plans d'architecte. Mm. Et là, on arrive au rendez-vous. Georges, il nous avait oubliés. Il allait se barrer parce qu'il partait, il partait en vacances. Et il dit, bon, j'ai 10 minutes. Nous, on avait Clermont-Ferrand, on avait dormi là la veille et tout, tu vois. On n'avait pas une thune, on avait dormi dans nos caisses. Et, et là, Il on se dit, fallait pitcher en ah, business. mince, quoi, le mec, il nous a oubliés, faut qu'on ait un bon pitch, quoi. Et du coup, là, et puis il nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez que des mecs de Clermont-Ferrand, ils aillent botter les fesses des gens de Chamonix, quoi. Et du coup, là, Géré, il ouvre sa planche à zéro et on dit, ben voilà, nous, aujourd'hui, on veut se positionner comme une marque à mission. On veut faire que du bio, que du recyclé. Si on peut pas faire les produits dans cette démarche, on fera pas les produits. C'est un engagement jusqu'au boutiste. On veut amener des designs hyper disruptifs, hyper inspirés de l'architecture scandinave, avec des formes très asymétriques, très géométriques, et avec des emboîtements de triangles, etc. Et donc, Géré avec un concept à la fois visuel, on avait un concept marketing autour et autres. Et là, au lieu de nous accorder 10 minutes, on est resté 7 heures avec lui. Bon, sa femme, elle a dû Et, défoncer qu'il partait en vacances. et du coup, il nous dit, à la fin, il dit, OK, je vous aide, je suis chaud. Ok. Parce Et qu'en fait, vous êtes allé vous vendre, en fait. Parce qu'au ouais, final, on a les ondes parce que nous, on n'avait pas d'expérience dans le textile, on n'avait pas d'usine, on savait pas comment fabriquer des vêtements soudés, on n'avait jamais fait une couture de notre vie. Et du coup, c'est là où l'aventure commence au niveau même industriellement parlant. Des dessins de gérer, leur équipe développement nous fait des patronages, des prototypes, etc. Lui, il me prend sous son aile pendant 2 ans, il m'amène visiter toutes les usines. Le mec, il dit non, mais attends, pour faire 200 vestes pour ces jeunes, moi, j'ai pas que ça à faire. À moins de 1000, je démarre pas les machines. Et lui, regarde le mec, il dit c'est bon, je t'ai assez donné de business ces 20 dernières années, tu me fais ces pièces-là. Donc le mec fait les pièces, et sans ces pièces, on serait pas là aujourd'hui, quoi. est-ce que vous avez permis de vous Et parce lancer qu'on a pu les présenter, on a pu les Hmm. vendre. Et Hmm. donc, et là, ce mec, Georges, par rapport à mon métier, qui est à la fois, on va dire, la partie marketing-vente, mais aussi la partie industrielle, finalement, ça a été mon école de la vie dans l'industriel textile, quoi. Et du coup, il m'a amené partout, chez les fabricants, dans les usines, etc. Et il m'a transmis un gros paquet de son savoir. Ouais, parce qu'en plus, ce que tu disais, c'est qu'aucun de vous trois n'est dans le textile. Vous Ouais, avez tous vos capacités, l'un créatif, l'autre, on va dire, plus organisationnel, et toi, plus en termes de marketing et de vente, etc. Mais il n'y en a aucun qui était dans le textile. Donc... Et puis surtout qu'on sait que c'est quand même un marché dans le textile où, pour faire de la marge, c'est très concurrentiel, on connaît tous les ouais. gros, etc. C'est Nos un truc de premières fou, quoi. vestes, on les achetait 116 euros, on les vendait 114. Donc Ok, on perdait 2 euros par veste qu'on vendait, parce qu'en fait on avait défini que le prix marché c'était 259 euros pour une veste pour tester notre produit, ok. et que si on le mettait plus cher, on pourrait pas tester s'il peut avoir du succès ou pas, parce qu'il serait pas au bon prix. Donc on s'était dit, bah de toute façon, mais pour 200 vestes, on va perdre finalement 400 euros. Donc Hmm. on achète, on vend, on récupère les sous, et on sait si notre projet il peut marcher ou pas, s'il se vend. Ok. Et, C'est le euh, testing. et donc du coup,
on s'est dit, bah, si ça marche, après, on essaiera de développer un meilleur prix, quoi. Mais déjà, au moins, on teste le marché. Et donc, c'est comme ça qu'on a testé en acceptant de perdre. Et pour le coup, on n'avait pas de finances extérieures. Donc, nous, on avait 35 000 euros chacun qu'on a mis sur la table, qui étaient nos économies de 4-5 ans enfin de travail dans le corporate Mhm. en avant. Et, euh, et avec ces sous, bah, on a acheté ces produits, ces machins, et on a payé nos premières tournées commerciales. Et au début, finalement, on s'était dit, bah, on se divise la francophonie en trois, parce qu'il y avait un bout de Belgique, un bout de Suisse, et on commence la première année à définir des secteurs là où on peut se faire loger chez des potes. Donc les secteurs commerciaux ressemblaient à rien, c'est tout éclaté. Mais par contre, bah, on a fait notre tournée des potes et en même temps visité tous les clients de France. Et on partait 3 mois sur la route et on vendait nos trucs dans tous les magasins qu'on avait identifiés. Et on s'était dit, il faut être vendu partout où Burton, Volcom, North Face, Patagonia sont vendus. Donc on Ok. avait leur listing client et on visitait tous les clients qui vendaient ces marques. Tu faisais quoi? Tu allais dans le magasin, tu te Avec présentais, tes bonjour. fringues, tu dis bonjour. Voilà les produits, ce que vous voulez les On vendre. avait, en amont, on avait imprimé un catalogue avec des ombres. Il n'y avait pas de photos de produits. On avait mis un gros sticker, on avait dit on viendra, enfin dans 2 mois, les ombres prendront vie. Et on débarquait dans le magasin en disant vous avez sûrement reçu notre catalogue, un catalogue d'ombres. Ok. Et du coup, le mec, forcément, Ça t'as rappelle. une accroche dans la Mm. discussion et tu peux commencer à parler. Mm. Si tu dis juste je viens de vendre un truc, le mec il te dégage. Mm. Et là, tu vois, il a reçu un catalogue d'ombres, ça l'a interpellé. Et il se dit, et là pour le coup, on avait vachement de chance. L'oncle de Vincent est imprimeur, donc il nous avait imprimé ça gratos. Parce qu'on était vraiment la bite au couteau au départ, on avait quasi rien, quoi. Ouais. Donc il nous avait imprimé ces petits trucs hyper qualitatifs gratos, on avait posté partout. Et donc là, on visitait les mecs, et le mec disait, mais c'est quoi votre truc là, ce catalogue d'ombre, y a pas de produits. Bah effectivement, ils sont là les produits. Et puis là, tu commences à discuter. Et donc là, on présentait cette techno, la démarche environnementale. Donc au début, les mecs nous disaient, mais de toute façon, tout le monde s'en fout du bio, Il y ça a sert 16, à il y a 16 rien. ans, mais Ouais, ils disaient ça sert à rien, de toute façon, c'est trop cher. Et nous, on leur a dit non, non, parce que nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on vendra du prix du bio au prix du pas bio. Vous aurez rien à rajouter. Et ce sera la valeur intrinsèque du produit qui fera qu'il aura une valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Et, euh, et les mecs n'avaient pas forcément confiance en ce discours, alors qu'aujourd'hui, maintenant, ils parlent de ça à tout le monde. Mm. Et du coup, il y a 16 ans, ils parlaient pas de ça. Ils disaient, ouais, ouais, c'est bien mignon ton truc, ça va que c'est beau, ça va que. Mais, euh, mais cette partie, si on en revient un petit peu, tu vois, à ce mentorship d'un Ouais. Georges, bah, on a pu avoir le bon produit, donc on a pu être hyper crédible quand nous on visitait les magasins. On avait un produit qui, d'un point de vue look, ressemblait à aucun autre produit. D'ailleurs, ça nous a presque desservi au bout de 3-4 ans, parce qu'à un moment, le produit avait eu tellement de succès que cette asymétrie très color bloquée que tu voyais sur les pistes, bah, les gens qui voulaient pas de ça de manière assez exclusive pour se Ouais. distinguer sur les pistes, ils se retrouvaient à être tous des clones. Et les mecs, on a commencé à avoir des haters de picture qui étaient des mecs qui étaient de notre communauté initiale, qui étaient des mecs qui étaient nos potes de toujours, enfin, nos potes de la tribu, Ouais, bien sûr. mais finalement qui étaient des mecs comme nous. Et c'est ces mecs-là qui commençaient à nous cracher dessus parce qu'ils voyaient plus de gens de manière générale Mm. porter du picture et porter du picture hyper voyant. Mais cette communauté de haters, elle a nourri la marque. Parce que finalement, qu'on parle de moi en bien ou en mal, on parle de moi. Et finalement, on devenait la marque au centre de toutes les discussions dans Ouais. ce milieu-là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, mais elle générait du débat, Mm. elle générait des chats. Et donc, même sur les forums, à l'époque, Skipa, c'était le site de ski avec un forum hyper actif. Et c'est là où tu avais toutes les communautés qui parlaient j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et du coup, t'avais des mecs qui étaient vraiment hyper engagés à détruire la marque, quoi. Mais plus t'as de haters, plus t'as de lovers, parce que ça crée une espèce de Mm. contre-pouvoir. Et ceux qui ont pas envie de cracher sur une marque qu'ils aiment bien, eux, dans l'autre sens, ils abondent de manière hyper positive. Donc, ça avait créé une espèce d'émulation et on devenait la marque au centre des discussions dans les médias, dans la presse. C'est quoi ce phénomène pitcher? Et du coup, tout le monde prévoyait notre mort à plus ou moins 1 an. Non, mais de toute façon, c'est un feu de paille, ça va s'éteindre, c'est un feu de paille, ça va s'éteindre. Et puis tous les ans, on se TP. Puis finalement, après, ça s'est pérennisé. Et puis on est sorti de ce code couleur color bloqué, tu vois, hyper voyant, pour aussi développer des choses plus accessibles pour le commun des mortels. Et Mm. puis aussi, nous-mêmes, vu que t'as pas envie non plus au niveau de la communauté de ressembler à tout le monde,
bah, tu développes toujours des petites capsules qui font évoluer et grandir la marque et qui font que bah, toi, les mecs qui sont tes homonymes dans ta tribu, bah, eux aussi, ils vont pouvoir continuer de porter du picture comme toi et tu vas être fier de te reconnaître sur les pistes, quoi. Tu penses que si par exemple, t'es une personne qui commence de zéro et qui a envie de lancer sa marque de textile, faut commencer par un truc complètement disruptif et après, tu développes un peu tes produits différents. Tu vois, plus comme ça, en tout cas, c'est ce que vous Ouais, avez de fait, toute vous. façon, si t'as pas un point de différenciation notoire, Hmm. tu peux pas percer. Et nous, on a eu un facteur chance monstrueux. Il n'y a pas une nouvelle marque qui existe sur le marché de ces 16 dernières années. Genre, il y a quelques marques qui Donc, ont popé qui sont avec venus et qui les. sont partis, tu veux dire, qui Ouais, ont il y en fait a plein faillite, qui qui sont sont partis. arrivés, partis, mais Hmm. des marques qui se sont pérennisées, il n'y en a pas eu. Ouais. Et là, avec le phénomène Covid, tu as deux, trois marques, tu vois, Dop, Montec, etc., qui sont des private labels de grands groupes de distribution, qui ont monté ces marques et qui ont utilisé avec justesse toute la puissance des réseaux sociaux et qui en ont fait des marques des réseaux sociaux. Ok. Et des marques comme Dop ou Montec, c'est des marques qui commencent maintenant à exister en tant que marque et pas comme une opportunité de business grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est des nouveaux modes de distribution, de vente directe qui sont plus du tout liés à une distribution traditionnelle dans des magasins d'outdoor, de snow, de skate, qui sont liés à juste de la vente directe avec de l'Instagram. C'est du en Et ligne, et ils sont sur ouais, les sites et puis ils vont direct exactement. acheter, Et quoi. donc là, pour le coup, c'est vraiment un phénomène depuis 5 ans qui a grandi de manière exponentielle sur plein d'univers. Dans le vélo, tu as des marques comme Cascada, tu vois, comme Asos qui se sont développées à fond là-dedans. Et chaque univers, tu vois, tu as Stronger dans le fitness. Dans chaque univers, tu as des marques qui ont popé sur ce modèle économique. Donc ça c'est assez nouveau. Mais des marques sur un schéma plutôt traditionnel qui sont diffusées de manière internationale à travers des réseaux de boutiques spécialisées, on est peut-être la dernière en date nouvellement créée, quoi. Selon toi, qu'est-ce qui a permis justement d'avoir cette pérennité sur le long terme, alors que d'autres, justement, comme tu disais, sont arrivés, sont sortis, sont arrivés. Qu'est-ce qui vous a vraiment Je pense qu'il y a démarqué? trois facteurs. On a eu une consistance de marque, tu vois, on n'est jamais sorti de notre créneau. On a toujours été fiers de nos designs et on n'est pas passé d'un design avec du color block à un design complètement monochromique pour revenir à un autre design qui était plus dans l'air du temps. On a fait évoluer la marque en gardant tout ce qui nous rendait unique depuis notre départ, d'un point de vue design et code design. Mhm. On a maintenu notre positionnement environnemental hyper fort et on a toujours fait évoluer et progresser, on a toujours innové et l'idée sur cet aspect. Donc ça a donné de la consistance à la marque. Et on a été hyper focus business retail. Donc le retail, c'est des magasins physiques. Mhm. Et là, on a vachement travaillé à avoir une présence terrain permanente. Et on a toujours investi énormément sur les magasins. Parce que vous n'avez pas de magasin picture, c'est que des revendeurs, c'est ça? Donc il y a 20 boutiques Picture en France aujourd'hui, Ok, enseigne Picture, ok, mais il y a 2500 boutiques dans le monde. ok. Et Qui c'est revendent du picture. ouais, qui revendent du Picture. Donc c'est des boutiques multimarques, Mm. comme tu peux avoir, tu as des Espaces Montagne, des EcoSport, des Snow Leader, des Montages à Chambéry. Donc tous ces gens-là, c'est des partenaires. Et du coup, pour te diffuser de manière globale, enfin de manière internationale, la seule solution réelle de te diffuser rapidement, c'est de passer par ces magasins. Parce que tous ces spécialistes, bah, il y en a un par ville. Et le but, c'est d'être présent dans le spécialiste de chaque ville partout dans le monde. Et du coup, on a amené de la consistance, on les a toujours nourris avec de la nouveauté, nourris avec des marges aussi plutôt correctes, puisque finalement, ce qui fait qu'ils bossent avec toi, c'est aussi qu'ils gagnent de l'argent. On a toujours eu une politique à maintenir un prix sur le marché qui soit constant, à jamais rentrer dans la braderie, les solderies, Ouais. etc. Donc eux, bah, quand ils achetaient un produit pour gagner 10, ils gagnaient réellement 10 à la fin de l'année. Et ils gagnaient pas 3 parce que tout le marché est pété à moins 50. Et donc ça a créé de la consistance pour pérenniser le business de ces gens-là, continuer Ok. d'incrémenter tous les ans des nouveaux, Mm. et même si on en perdait un, deux, on continuait de développer. Donc tu as vraiment la partie marque qui a été super forte, et la partie commerciale. Oui, ou c'est un échange entre la personne qui gère son magasin et vous qui respectez vos engagements jusqu'au bout. Et en fait, ils peuvent faire confiance à une marque solide en faisant des bénéfices sur vos Ouais, produits à chaque fois. exactement. Donc forcément, ils vous mettent en avant et puis s'ils vendent, ils gagnent de l'argent et tout le monde gagne de l'argent, quoi. Et après, là où, pour le coup, Jérémy et Vincent ont été assez novateurs là-dessus, c'est que la com qu'on a appliquée, on s'est dit, bah, nous, on va pas faire de la com traditionnelle en montrant une personne qui fait du surf avec une combinaison dans une vague.
une personne qui fait du ski dans la montagne. On va commencer à travailler des univers hyper créatifs en studio. On va créer une fausse montagne en carton, on va amener un cheval et on va mettre le mec en surf à côté, ou voilà, en snowboard à côté. Mm. Et du coup, Géré a réussi à créer des univers complètement décalés. Et c'est hyper inspiré de ce que sont capables de faire des marques de luxe comme Vuitton, comme Hermès, où ils créent des univers ultra créatifs autour de leurs produits. Et finalement, le produit, il est bercé dans de la créativité, alors que c'est un produit simple. Et il n'est pas bercé dans le lieu dans lequel l'usage est fait. Qu'est-ce que tu penses ça déclenche chez les gens, ça? De voir cet univers-là comme ça créatif? Bah, je pense que tu vois, sur un autre créneau, des marques comme Blackroll ont fait dans le ski. Je pense que ça premiumise une marque et ça lui donne un aspect à la fois citadin, décalé, pas comme les autres. Original, quoi. Original, ouais. Mm. Et Ok. tu vois, Blackroll l'a fait avec des univers studio hyper léchés, avec ce chevron que tu vois partout, qui est repris de manière consistante. Mm. Et du coup, dans les marques de ski, si tu dis quelle est la marque de ski finalement la plus chic et pour le coup sérieuse dans le monde du freeride, bah, beaucoup de gens citeront Blackroll. Et c'est là où, tu vois, Picture, on peut faire le parallèle à Blackroll sur notre créneau à nous, où nous, on a su jouer le côté décalé, le côté humoristique, sans se prendre au sérieux. Et finalement, tu as Vincent qui a une personnalité où il se prend jamais au sérieux, et c'est un mec qui est tout le temps dans le second degré et autres. Et bah, il a amené sa patte aussi dans nos communications. Donc ça a toujours amené la sympathie des gens vers la marque, ça a toujours créé du sourire. Et finalement, on n'est pas cette marque un peu arrogante comme certaines autres marques pourraient l'être en disant nous, Marque de luxe en nous général. ouais, luxe, même tu vois, dans notre milieu de la montagne, Mm. tu as des marques, nous c'est la performance, c'est l'engagement, t'as jamais un sourire, c'est que des mecs qui gagnent. Et je crache pas dessus parce que pour le coup, on consomme aussi ces marques. Particulier. Mais à l'inverse, nous on s'est dit, bah, nous ce qu'on va jouer, c'est le côté la tribu, les potes, le sourire, la bonne blague, en s'engageant sur le marché de la randonnée. Bah, nous on s'est dit, le fast hike c'est intéressant, mais on va pas se positionner sur le trail performance. Nous on va se positionner sur le hike avec les potes. Et on a créé un événement où on amène les gens faire une rando, on crée des brunchs, les early brunch 7h du mat en haut des montagnes. Et quel que soit ton niveau, au final, on s'en fout, tu arrives en haut, tu fais le brunch, tu passes un bon moment, tout le monde se marre. Et c'est ce moment-là que tu vas chercher. Et tu t'es quand même fait à ton propre niveau ta performance. Et tu n'es pas cherché à être le meilleur, le plus rapide en haut de la montagne. Et du coup, sur ce positionnement finalement un petit peu plus accessible, bah, on a aussi amené beaucoup de monde, parce que tout le monde voulait être avec les meilleurs athlètes, avec la meilleure performance. Et nous, on a dit, bah, nous, c'est plutôt avec les meilleurs copains qu'on va driver la marque, plus qu'avec le meilleur chrono ou la meilleure membrane. Ouais, parce qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, quand je vois les choses sur du textile, quand je suis un pratiquant de trail, un pratiquant de vélo, un pratiquant de crossfit, ou voilà, au moment où je commence à kiffer ma pratique et à me dire, ok, bah, ça commence à faire partie intégrante de ma vie, ça reste un loisir, mais j'ai envie quand même de performer. Si tu as un peu de sous, ça va dépendre du sport évidemment, mais tu as envie d'avoir le meilleur vélo, tu as envie d'avoir la meilleure combi pour aller nager, tu as envie d'avoir le meilleur matos. Et les trailers sont très fans de ça aussi, tu les vois, ils ont tous les meilleures chaussures. Ouais. Alors, ils ne font pas forcément des paires de malades, mais ils ont envie du meilleur pour se faire plaisir. Et là, ce que tu dis, c'est que tu te positionnes quand même sur de la qualité, puisque la qualité du textile que tu me dis, vous êtes allé la chercher chez les meilleurs quand même. Et en même temps, il y a ce marketing autour qui est très familial, pote. Mais du coup, c'était un parti pris parce que on développe pour les athlètes, et là on parlera des athlètes tout à l'heure, mais pour les athlètes, on développe avec les meilleurs matériaux, les meilleurs produits qu'on peut leur amener. Et aujourd'hui, face à des marques comme Arc'teryx ou autres, on n'a pas forcément à les envier parce qu'on est capable de faire les produits et on les fait. Par contre, la perception des consommateurs de la marque, parce que nous, on a joué le côté avec mes potes plus que pour ma performance, bah finalement, ils doutent du fait qu'on soit capable d'aller chercher les plus hautes performances parce qu'on est très friendly. Donc du coup, c'est nos athlètes et les plus engagés d'entre eux qui amènent le crédit performance à la marque et les produits que eux ils portent, soit sous forme de produits signature, soit sous forme de produits juste dont eux vont faire la promotion les portant, bah, c'est des petites capsules qui nous permettent, nous, de faire en sorte que des mecs qui s'engagent dans un sport de plus en plus performant et qui ont besoin de performance
trouvent leur compte avec Picture. Mais on n'empêchera pas quelqu'un de dire, moi, je veux de la performance et je veux un truc sérieux parce qu'il veut une marque qui soit perçue comme sérieuse, qui disent Picture, c'est pas assez sérieux pour moi. Bien sûr. Parce que dans sa tête, Arc'teryx, c'est plus sérieux que Picture. Et à juste titre en termes de communication, etc. Nous, on n'a pas pris des mecs qui vont gravir l'Everest. Nous, on a pris des mecs qui vont faire des backflips sur des faces de l'Everest, mais qui sont pas en haut. Donc, et qui vont le faire avec leurs potes. Et finalement, la tenue, elle pourrait aller en haut de l'Everest, mais elle y va pas dans notre communication. Mais ça, vous l'aviez. Ça, c'est avec le cheminement de la marque que vous l'avez compris, ou vous avez pris ce positionnement-là, ou dès le début vous vous êtes dit, ok, bah, si on se positionne comme ça, friendly, on va pas trop chercher la performance. En fait, ou est-ce que cette ça marque, s'est fait c'est comme nous. ça? C'est comment nous, on pratique. Donc Mm. en fait, Géré, Vincent, on a chacun amené un peu de notre personnalité et de nos désirs. Tu vois, moi, je vais être celui qui va chercher le plus de produits perf. Géré, il veut que des produits coulés des gaines. Et Vincent, lui, il veut être stylé et être accepté par le groupe. Et finalement, bah, tu vois, nos trois envies perso, on les a mutualisées et on en a fait le produit Picture et son positionnement. Et finalement, ce Ok. positionnement, c'est notre cheminement de vie, notre cheminement depuis qu'on a 12 ans et qu'on ride ensemble. Mm. Et finalement, on n'a pas fait du skate pour être le meilleur, mais c'était pour se retrouver avec les potes. Et c'était notre activité où on voulait progresser et être bon. Et on n'était pas mauvais. Mais on n'a jamais cherché à aller faire les JO ou les games. Parce que de toute façon, on n'en avait pas le niveau. Et finalement, ce qui faisait La plupart qu'on des gens était sont comme super ça. content Mm. de se retrouver au parc, c'est parce qu'il y avait les copains. Mm. Et donc, on a créé cette marque à l'image de ce qu'on était, quoi. Tu penses que, enfin, je pense, euh, le skate, le snow, avant roller, trottinette, etc., c'est quand même des sports qui sont à part du fait que il y a, je trouve que le côté performance, il y a la perf, mais comme tu dis, je trouve, comme tu en parles, il y a surtout la partie, vas-y, viens, on se retrouve au parc, on va faire 2 heures ensemble, et voilà, mais tu passes des tricks, tu vas faire 50, tu vas te casser 50 000 fois la gueule sur un trick, puis après tu vas le passer, tout le monde va être content, tout le monde va s'applaudir, après tu passes à autre chose. Et c'est plutôt de se retrouver entre potes et de rider plutôt que d'acheter de la perf, comme ça peut être sur du trail ou comme ça peut être sur d'autres sports, d'autres sports outdoor. Ça correspond quand même plutôt avec ce que vous avez fait. Mais parce qu'à la base, les sports que vous pratiquiez, c'était snow, enfin c'était sport de glisse, toi, ce que tu Ouais, disais. ben, moi j'avais le rugby, tu sais, j'ai un père du Mm. sud-ouest et tout, donc depuis que j'ai 6 ans, j'avais un ballon ovale dans les mains. Mais j'arrivais à l'entraînement de rugby avec le skate sur la moto. Ok. Donc j'étais au skatepark de 14 à 17, et à 18h, j'étais à l'entraînement. Ok. Parce que j'avais des copains au parc et que ce qui comptait le plus pour moi dans la vie, c'était les copains, quoi. Et donc ouais, cette culture de se retrouver, cette culture aussi qui est hyper communautaire parce que, comme tu le dis, le mec il va plaquer un tricks, il va le plaquer 8-10, tout le monde va être là à taper son skate sur le coping en mode yes, trop cool, et t'es content pour l'autre. Et dans cette culture, il y a aussi une culture de l'esthétisme parce que tout ce que tu fais, tu vois, t'as des codes vestimentaires, Mm. t'as un langage, Mm. tu vois, sur un tricks, tu vas noter le style, il va être aussi important que la difficulté du tricks. Et si tu le fais en mode super laid, En mode bah, bourrin. entre guillemets, tes potes, ils vont te dire, ouais, bon, ok, tu l'as mis, mais c'est dégueu, quoi. Mm. Et vaut mieux plaquer un tricks plus facile, mais méga stylé. Mm. Et du coup, cet esthétisme, c'est vraiment ce qu'on a essayé de ramener dans l'outdoor. Et quand on parle, tu vois, de la rando sur lequel on se positionne vraiment super fortement en parallèle Pas très du stylé, snow pour le sport, coup. bah, ce qu'on a essayé de ramener quand on l'a lancé, Mm. c'est tout cet aspect, les potes, la communauté, le côté look des gains. Et finalement, des fois, bah, tu fais une concession sur la performance pour être un peu plus stylé. Parce que de toute façon, tant que t'as pas décidé de battre le record de Kylian, c'est pas très grave si ton t-shirt il fait 20 grammes de plus. C'est clair. Et du coup, et en plus, ce qu'on voit avec la Gen Z, et là c'est un truc là qui explose, c'est que toutes tes aventures doivent être Instagrammables ou TikTokables. Plutôt TikTokables d'ailleurs pour la Gen Z. Et du coup, à partir de ce moment-là, il faut que tu sois hyper dégaine, il faut que tu sois looké, et du coup, les total looks sont super importants, et potentiellement, c'est du produit que tu vas pouvoir détourner dans la rue. Donc, tu vois, c'est dans leurs usages, les gens en plus ont envie de porter des produits techniques tous les jours parce qu'ils se disent, bah moi,
un t-shirt qui sèche super rapidement ou quand je transpire, l'auréole en 5 minutes elle disparaît. Bah, finalement, c'est méga confort pour ma vie de tous les jours aussi. Et je voudrais avoir des t-shirts où je peux aller en randonnée et puis aller au bureau avec si j'ai pas un job de banque. Ça, c'est un gros Mais plus parce que tu vas pas habiller avec une tenue Salomon sans citer d'autres marques qui sont œuvrer sur le même secteur, mais tu vas pas avec ton truc Salomon proche du corps collé au bureau, tu vois. C'est bon, mais moins tu vois, stylé. Salomon a réussi à faire Mm. le move à l'inverse au niveau des Mm. shoes. Ouais, Est-ce c'est que vrai. tu arrives en XT6 au Mm. bureau et que tu sois méga classe? Mm. Donc, ils ont pénétré l'urbain avec un C'est vrai. produit super tech Ouais. trail. Donc, Ils ont fait l'inverse. Ils sont pour partis sur l'instant, l'inverse. oui, le vêtement de trail, je suis Mm. d'accord avec toi. Mm. Mais tu vois, il y a plein d'industries parallèles, Mm. de produits en parallèle qui ont réussi à faire ces moves avec succès. Ça fait partie d'un des gros enjeux qu'on adresse. En se disant, on doit faire une performance suffisante pour que quand tu t'engages dans ta pratique, ce soit un produit performant, mais faut que ça reste des gains. Et du coup, le côté des gains est pour nous aussi important que le côté perf. Quand chez un Arc'teryx, typiquement, si c'est C'est que moche, la c'est pas perf. grave, Ouais. c'est la pure perf. Mm. Et c'est là où tu vois, quand on parle de perception de marque, vu que dans la perception du consommateur, c'est quoi qu'il arrive, c'est la perf, la perf, la perf. Un Black Diamond est sur ce positionnement. Du coup, tu vas avoir hyper confiance en ces marques quand tu vas aller chercher de la perf. Mm. Quand chez nous, tu vas dire, ouais, c'est un peu moins sérieux. Mais par contre, je vais être stylé quand je vais pouvoir le porter, quoi. C'est quand même. C'est l'enjeu. Ouais. Mais l'enjeu, il est double pour nous, c'est de maintenir du crédit. Et là, les athlètes entrent en jeu, ils ont un rôle hyper important pour nous, marque. C'est qu'ils sont au cœur de notre positionnement de marque. Alors justement, en switchant un peu justement sur ces athlètes, puisque vous avez la partie justement très stylée avec les produits que vous avez créés qui se démarquent un peu des autres produits outdoor performants, j'entends. Euh, Là aujourd'hui, quand vous allez sponsoriser des athlètes, qu'est-ce que vous recherchez chez un athlète pour qu'il corresponde aux valeurs de la marque? Est-ce que c'est vous qui allez chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent? Est-ce que c'est les deux? C'est quoi vos critères un peu pour être un athlète Picture, pour être sponsorisé par Picture? Là, tu vas avoir. Est-ce que c'est eux qui viennent ou nous qui venons? J'ai envie de te dire, ça, c'est 50-50. Ok. Il y a certains athlètes qui cherchent des sponsors qui viennent nous solliciter, Mhm. avec des profils intéressants pour certains. À l'inverse, nous, il y a des athlètes qu'on cible, ou qui sont peut-être des dream athlètes, qui sont déjà en contrat ailleurs, qu'on aimerait aller débaucher. Et donc, du coup, là, c'est un peu le marché du trade, un peu comme dans le marché du foot. Mhm. Version allégée, hein. Ouais, j'imagine. Et du coup, pour nous, en tant que marque, il y a 3 éléments fondamentaux au niveau de l'athlète. Il y a le premier, c'est les valeurs qu'il porte. Donc, il faut que ce soit un athlète qui ait vraiment une réflexion de pratique bas carbone, une réflexion d'adresser les enjeux environnementaux dans leur pratique. Tu vois, un athlète qui typiquement va passer son temps à faire de l'héliski, à faire toutes les compétitions de la planète en avion et qui prend 50 avions par an, on considère que c'est un athlète qui n'est pas dans les valeurs de la marque. Nous, on prône quand même la sobriété. On n'a aucun souci avec quelqu'un qui va voyager pour sa pratique. Mais à un moment, on a des athlètes comme Thomas Delfino, pour le citer, puisqu'on fait beaucoup de films avec lui et autres. Lui, il s'est engagé à prendre pas plus de 1 à 2 avions par an pour des trips, pour des enjeux, pour sa carrière aussi, pour aller filmer et autres. Mais il décide de calculer son empreinte carbone personnelle annuelle, de la maîtriser et de la limiter, avec, avec une vraie conscience enviro derrière. Et s'il est chez Picture et qu'il adhère aussi aux valeurs, il aurait peut-être possibilité de prendre des contrats meilleurs ailleurs. Mais c'est aussi qu'il considère que chez nous, il a une marque qui représente exactement les valeurs qu'il veut véhiculer. Et du coup, l'athlète se market autant que la marque veut se marketer. Et finalement, c'est là où le match il se fait super bien. C'est que toi, tu vas investir de l'argent pour communiquer sur une personne qui est 100% dans tes valeurs. Le deuxième point, c'est que l'athlète, ce soit un aventurier. Puisque comme tout à l'heure, on parlait tu vois, des performances ultimes. Mhm. En fait, on cherche pas forcément de l'athlète qui va faire le truc le plus haut du monde, le plus ouf du monde. Par contre, on cherche des athlètes qui veulent transmettre la notion d'aventure. Quand on parle d'aventure, si tu regardes toutes les productions cinématographiques qu'on a produites ces 5 dernières années, donc des films comme Zabardast, Chronoception, c'est des films où les mecs sont partis d'un point vers un point B, ils ont vécu une aventure humaine de malade, en autonomie complète. Ils ont commencé en randonnée jusqu'à aller faire la Biaserachi, qui est une espèce de dent de requin au milieu des montagnes pakistanaises.
Et c'est des mecs, il leur arrivait quoi que ce soit dans cette aventure, ils pouvaient collapser sur place, tu vois. Donc il y a vraiment un enjeu d'engagement. Donc ils te disent, bah là, faut toujours être à 60%, jamais plus, parce que si tu te mets au rupteur à 100% et que tu as un pépin, bah là, tu y passes. C'est toute la lecture de la montagne, tu vois, dans cette aventure. L'investigateur du projet sur Zabardas, c'est Thomas Delfino. Il décide de pas faire l'ascension finale de la phase de la dent de requin parce que le risque avalanche est trop gros et qui dit je suis pas venu là pour y passer et la production vaut pas ma vie. Et du coup, il est plutôt humble face à la montagne, il fait demi-tour. Il y en a deux qui décident d'y aller. Au final, il se passe rien, tant mieux pour eux. Et le film, il relate tous ces moments parce que finalement, lui, après, tu as toute cette partie Inception de culpabilité. J'ai amené tout le monde là, mon rêve c'était de faire cette dent et finalement je la fais pas. Ça veut dire que je suis un as, ça veut dire que j'aurais peut-être dû le faire, mais eux ils l'ont fait, ils ont une ligne de ouf. Il y a une forme de jalousie aussi mal placée parce Mm. qu'ils vont avoir dans le film une ligne de malade que moi j'aurais pas. Et puis après, tu remballes ton ego et tu dis mais c'était mon choix et je l'assume. Et du coup, tu transmets tout un tas de valeurs, tu vois, d'abnégation, aussi de dépassement de soi, Mm. de gestion du collectif, et du coup, à travers ça, ces valeurs-là, on veut absolument que nos athlètes, c'est des athlètes qui rentrent dans ce moule de l'aventure et du collectif. Comment tu détermines ça? En Quand tu, fait, quand t'as- parce que, en fait, nos athlètes, et c'est le troisième point que je voulais aborder, c'est aussi des communicants sur leur réseau. Mm. Et du coup, la manière dont ils parlent d'eux, dont ils s'expriment, dont ils se mettent en scène, Mm. elle parle aussi vachement. Et donc, du coup, c'est là où nos athlètes, en fait, ils ont besoin, s'ils sont pas eux communicants ou bons en com, d'avoir des gens qui vont gérer leur com. Et là, ce sera pas nous, Marc, hein. Mm. Mais quand ils sont entourés, c'est plus des agents qui vont vendre l'athlète. C'est des gestionnaires de com qui vont les aider à construire un produit. Et l'athlète, lui, il est un produit. Et s'il veut vivre jusqu'à 50 ans de son métier, il doit continuer d'être un produit bankable et qui inspire. Et donc l'athlète, suivant ces trois aspects qui nous intéressent quand on le recrute, avant tout, la finalité, c'est qu'il inspire les gens à pratiquer, à vivre des aventures. Et du coup, le fait que lui, il porte du picture qui colle à ses valeurs, qu'il inspire les gens à s'habiller en picture parce qu'ils ont envie d'être comme lui. Mm. Et donc du coup, c'est là où dans les contrats qu'on fait avec les athlètes, c'est là ce que nous on attend des athlètes aussi. Ils ont des jours à donner à la marque. Ils ont une quinzaine de jours par an dans le contrat d'athlète qu'ils doivent donner à la marque. Et ils sont vachement importants ces jours parce que c'est des jours où quand on fait la promotion des films dans les festivals, donc là, notre dernier film, on a fait toute la tournée de Banff avec plus de 350 dates dans le monde, tu vois, Tokyo, Paris, Berlin, New York. Enfin, donc c'est vraiment la grosse consécration quand ton film il est sélectionné par Banff Festival, qui est le plus gros festival d'outdoor du monde. Bah là, tu demandes à tes athlètes d'aller à toutes les avant-premières de toutes ces capitales pour les festivals, qui eux prennent le micro, parlent, et là, tu as une communauté de gens ultra engagés. Mm. Et le fait que ton athlète parle en le nom de la marque, qu'il parle de l'aventure, qu'il soit présent, en fait, il nourrit le storytelling de la marque, et il donne un crédit de ouf à la marque. Mm. En parallèle, on demande aux athlètes de venir passer du temps avec nos équipes produits pour vraiment faire du feedback produit, de l'amélioration continue de produits. On leur demande également, chez certains de nos grands comptes, de venir aussi faire des interventions type conférence pour parler de leur expérience, de qui ils sont, etc., pour embarquer nos consommateurs sur des événements qu'on fait avec nos partenaires, puis valoriser aussi nos partenaires et leur donner du grain à moudre sur la marque. Et après, l'athlète, lui, il a plusieurs options sur la saison. Nous, on a besoin que les athlètes nous génèrent du contenu. C'est hyper important puisque une marque, aujourd'hui, si elle nourrit pas ses réseaux sociaux en permanence de contenu, elle vit pas. Mm. Et on n'est pas capable, nous, en tant que marque, d'autoproduire tout ce contenu. Ça coûterait beaucoup trop d'argent. Donc, du coup, on demande aux athlètes d'être capables, et c'est là où l'athlète va aussi, même s'il n'est pas très connu et qu'il n'a pas des grands résultats, s'il est capable de produire des contenus de super qualité, il va avoir plus de valeur financière quand il va négocier son contrat qu'un athlète qui fait des super résultats, mais qui finalement ne sait pas se vendre. Mm. Et donc la production de contenu par l'athlète et avec la gestion des droits. Donc du coup, dans nos deals, c'est aussi les droits qu'on a avec les photographes et les vidéastes qui travaillent avec eux. Donc nous, dans le package budget, il y a aussi les droits qu'on donne aux gens qui vont faire leurs images. Et du coup, à l'année, ils nous doivent des images, des contenus utilisables sur des thématiques.
Typiquement, on lance une nouvelle veste, on va demander qu'il y ait tout un tas de shots sur le nouveau produit porté par l'athlète dans telle situation. Et lui, il doit nous amener le livrable pour qu'on puisse faire la promotion du produit avec ses contenus. Comment tu mesures justement cette rentabilité? Puisque tu nous diras après, une fourchette à peu près, combien un athlète est payé, comment vous payez un athlète, j'imagine que ça dépend aussi des athlètes, mais euh, comment tu mesures ça, ce qui te rapporte? Tu peux ça ou c'est super objectif, super subjectif? C'est pas évident. Il y a plein de méthodes qui le mesurent. Leurs agents de com vont le mesurer avec des méthodes tellement extrapolées que du coup, ils deviennent overbankable à Mm. leurs yeux. Mm. Nous, on le calcule avec d'autres méthodes où, pour nous, ils sont un ingrédient de la recette. Mhm. Et sans cet ingrédient, la recette serait bien moins bonne. Mais la recette peut vivre aussi sans, un moment. Donc tu as vu une différence entre avant les Mais athlètes? comme elle pourrait vivre sans communication dans la presse, comme elle Mm. pouvait vivre sans réseaux sociaux pendant 6 mois, mais au bout d'un moment, ça porterait préjudice à la marque et à ses désirabilités. Donc tous ces ingrédients, quoi qu'il arrive, c'est un écosystème qui fonctionne ensemble. Et tu peux pas vraiment enlever l'ingrédient, sinon, de toute façon, Ça à marche force plus, de ouais. faire un gâteau qui est moins bon, les clients n'ont plus l'acheter. Mm. Et, du coup, vu qu'ils font partie d'un écosystème, on n'arrive pas vraiment à donner une valeur particulière à l'athlète. Ce qu'on sait, c'est que si on devait autoproduire le contenu que l'athlète nous fournit, potentiellement, ça nous coûterait 3 fois plus cher. Donc, on a un vrai enjeu là-dessus qu'on peut calculer Ok. sur combien l'athlète nous a fait gagner si on avait dû investir. Économiser, ouais. Ok. Mais le truc, c'est qu'on n'avait pas prévu d'investir. S'il n'y avait pas l'athlète, on n'aurait pas investi Mm. pour l'autoproduire parce qu'on n'aurait pas été capable. Donc, l'athlète, en fait, il est là pour amener ce service en partie. Et ce service-là, bah, on met pas d'argent dessus, quoi. Mais on voit aussi que le budget qu'on donne à un athlète, ce qui est vachement important, c'est le budget que tu mets pour faire sa promotion. Quand tu payes un athlète 30 000 euros, il faut que tu mettes 30 à 50 000 euros pour la promotion de l'athlète à côté. Parce qu'en fait, lui, il va t'amener des contenus, etc. Mais ces contenus, il faut les diffuser. Mm. Il va falloir payer. Tu vois bien, quand tu fais un post Instagram, ou TikTok, ou Facebook, bah, tu as une diffusion sur 5% de ta communauté. Si tu payes, tu vas atteindre 100%. Et si tu repayes, tu atteins des communautés élargies. Mhm. Bah, du coup, là, il faut du budget pour que tous les contenus soient over-diffusés pour qu'on touche des communautés beaucoup plus larges que nos propres communautés. Mais quoi qu'il arrive, ces budgets-là, ils sont nécessaires pour faire rayonner la marque et l'athlète. Donc là, pareil, tu vois, dans le budget lié à l'athlète, tu as tout un budget investissement autour de l'athlète. Et les films qu'on fait pour les festivals, il y a des athlètes qui sont chez nous parce qu'on fait des films dont ils sont les héros. Et que Ok. là, produire un film, ça vaut entre 150 000 et 200 000 euros, plus la promotion que tu mets derrière. Et là, l'athlète, même s'il touche 30 000 euros, il va vivre une expérience de vie avec un film et toute une tournée, etc., à laquelle il aurait peut-être jamais eu accès avec une autre marque qui le paierait 50 000. Mm. Donc, faut voir le package dans sa globalité et ce que l'athlète tire de la marque, quoi. Est-ce que tu as vu une différence entre le moment où vous avez pris vos premiers athlètes, parce que vous avez pas pris 20 athlètes d'un coup, je me dis, vous avez commencé par 1, puis 2, puis 3, puis 10 peut-être, et tu as vu une vraie différence, toi, dans l'évolution de la marque, grâce justement à ce sponsoring, quand vous avez commencé à sponsoriser des athlètes qui sont venus avec vous? Ce qui était intéressant, c'est que les athlètes, on les a depuis le début. Ok. On n'a jamais eu des athlètes world class au début, évidemment. Et même aujourd'hui, on n'a pas forcément des athlètes world class. On a des athlètes vraiment premium. Mais les world class, le top 3 mondial, tu vois, il n'est pas chez Picture. C'est pas ce qui vous intéresse, en plus, Et ce que tu me disais tout à voilà. l'heure. Donc, Mais on a commencé avec ce qu'on appelle les local heroes. Donc Ok. les local heroes, c'est vraiment tous les super athlètes, mais de leur communauté, leur endroit, leur de leur ville. lieu de vie, ou sur des communautés élargies. Et quand on a commencé la marque, on avait 2 frères jumeaux qui aujourd'hui ont monté une boîte de prod qui s'appelait les Frères Collet. Ils avaient monté la Collet Brothers Channel avec des athlètes comme Jules Bonner et autres. Et du coup, cette communauté, elle autoproduisait ses propres vidéos, elle les diffusait sur Zapix. Et ils étaient le coup de cœur Zapix systématiquement du mois, de l'hiver. Donc, on s'est retrouvé avec des athlètes local heroes, mais qui se sont retrouvés à avoir des diffusions de contenu type Red Bull, en termes de nombre de vues et de diffusion. Parce qu'ils produisaient des contenus assez créatifs, parce que les communautés adhéraient à fond à ces autoproductions avec une patte artistique dans la manière de filmer. Et du coup, c'était pas
des 1080 degrés à 50 mètres de haut. Mais du coup, ils allaient shaper des boss dans des endroits naturels hyper stylés. Et on parlait d'esthétisme tout à l'heure. Bah, ils arrivaient à amener ça. Et du coup, ils jouaient la carte esthétisme, style Detrix. Et ils se sont fait un petit nom dans le milieu. Et du coup, ils ont tout de suite rayonné. Ce qui fait que dès le départ, même avec des petites communautés d'athlètes, on a réussi à avoir l'adhésion de communautés élargies grâce à eux. Et après, on a pu prendre des athlètes avec des rayonnements un peu plus larges en termes de diffusion. Mais la marque s'est élargie aussi. Ouais, Et tu l'as finalement, senti nous, on a étendu la distribution de la marque, puis on a pris des athlètes qui permettaient de rayonner sur une distribution élargie. Et, et à l'échelle de la marque, systématiquement, on a toujours eu le même impact positif, quel que soit le niveau des teams. Donc, quand la marque avait 100 magasins avec une petite team, ben ils avaient réussi, cette équipe, à faire des super contenus qui fassent que ça génère de l'émulation pour les 100 magasins. Puis il y a eu 200 magasins, on a monté un petit peu d'un cran en termes aussi de diffusion, de capacité de nos athlètes à avoir une aura plus large. Et hop, ça a nourri ces 200 magasins. Puis, donc, à date, il n'y a pas eu finalement une espèce de gros gap avec une courbe exponentielle à partir du moment où on avait passé un cap. Ça s'est fait dans le temps, mais toujours de manière assez linéaire. Ok. Et justement, là, si tu peux nous donner une fourchette à peu près d'un athlète chez Picture qui est payé à l'année, alors j'imagine que ça évolue au fur et à mesure des années, parce que forcément, si la marque évolue, peut-être les moyens évoluent aussi. On est dans une fourchette de combien pour un athlète à l'année? Un athlète ski snowboard, c'est des revenus entre 15 et 30 000 euros Par an. de fixe. À savoir que nous, on est uniquement l'équipementier vêtements. Hein. Donc derrière, ils ont leur équipementier board, ils ont leur équipementier casque, ils ont leur équipementier. Ils ont souvent des sponsors parallèles, tu vois, genre des Europcar, AXA. Enfin, tu vois, donc après, c'est le cumul de tous les sponsors qui font leur budget annuel. Et du coup, nous, chez Picture, un athlète, c'est entre 15 et 30 000 euros. À savoir que derrière, il y a des enjeux et des engagements de la marque à payer leur production de cinéma pour les athlètes premium. Donc un athlète qui prend 30 000, on va lui payer aussi la présence dans le film qui coûte 200 000, puis toute la tournée mondiale, on va lui payer ses voyages pour qu'il fasse la promotion. Donc l'athlète en parallèle, lui, se market, prendre la valeur sur le marché et prendre la valeur auprès de tous ses sponsors. Et du coup, ça, bah, c'est aussi pour ça que aujourd'hui, on paye un peu moins que des marques comme Quicksilver, comme Quick est une marque qui paye bien, des marques comme Volcom payent plutôt bien, des marques comme Burton payent plutôt bien. Ils sont au-dessus en termes Ouais, ils sont entre, je pense, 10 et 20% au-dessus de nous. Ok. Mais par contre, nous, on amène des projets où chez ces marques-là, uniquement les 3 top athlètes mondiales ont accès. Et nous, il y a beaucoup plus d'athlètes dans votre qui range ont accès. Voilà. Ok. Et surtout, vu qu'on autoproduit des films qui ont des auras maintenant, tu vois, Zabarda, c'est plus de 5 millions de vues. Bah, t'as des auras de films qui sont hyper importantes. Donc là, les athlètes, ils se disent, bah, moi, si je fais partie de cette aventure, où je fais 300 dates de festival dans le monde entier, je fais 5 millions de vues, bah, oui, ça m'intéresse parce que il n'y a pas que mon fixe à l'année, quoi. Il y a un truc qui peut, je pense, s'appliquer à toutes les boîtes et je pense que les athlètes font partie un peu de ce sujet-là. Parfois, il faut savoir dépenser pour après gagner plus tard. C'est un peu cet état d'esprit-là. En fait, t'investis dans des athlètes qui aujourd'hui, au jour J, te rapportent pas d'argent, mais ensuite, avec les années, avec leurs posts, avec les vidéos qu'ils vont faire, les films, etc., et l'aura qu'ils vont avoir autour d'eux, et leur communauté, et les gens qui vont vouloir faire comme eux, comme tu disais tout à l'heure, ça va après rapporter de l'argent à la marque. C'est plus comme ça parce que souvent, enfin, les gens, en tout cas qu'on rencontre, ils ont souvent du mal à mettre de l'argent dans des choses qui sont pas tout de suite rentables, tu vois. Et donc ils vont garder cet argent-là, ils vont vouloir faire gagne petit entre guillemets. Et alors que tu te rends compte que quand tu prends le risque de mettre de l'argent pour développer et tu perds de l'argent, enfin tu l'investis plutôt, mais tu perds de l'argent. Et ben en fait après c'est un risque aussi parce que tu sais pas ce qui va se passer derrière si tu fais le bon investissement. Et ça c'est aussi le choix des différents athlètes et d'avoir pas un parti pris. Mais si tu es d'accord avec ce je suis d'accord dans un sens, mais tu vois, tu as quand même une maîtrise dans l'autre sens. Quand je te disais qu'ils font partie d'un écosystème, c'est finalement quand tu ventiles la manière dont tu vas créer ton plan d'activation autour de la marque, tu vas dire, j'ai un budget de 10, et ben, je vais mettre 2 sur le trade marketing, je vais mettre 2 sur
les réseaux sociaux, je vais mettre 2 sur les athlètes, je vais mettre 2. Et donc, du coup, tu vas ventiler ta communication pour essayer de toucher le consommateur par tout un tas de canaux de communication différents et de points de contact différents, dont l'athlète est un point de contact. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, tu considères qu'il est un point de contact, donc tu te dis pas, j'ai un retour sur investissement immédiat, tu te dis, bah, je mets 20, et là-dessus, là où les athlètes sont hyper concurrencés aujourd'hui, c'est par les influenceurs. Et il y a des influenceurs outdoor, snow sport et surf, qui sont des influenceurs. Oui, ils ont peut-être moins de pertinence en termes de performance et d'aventure dans le sport, mais par contre, ils démocratisent la pratique, ils la vulgarisent, ils la rendent accessible à plus de monde. Donc certaines personnes qui sont des monsieur tout le monde peuvent potentiellement devenir des ambassadeurs de marque parce qu'ils ont le bon ton, parce que ils savent exactement adresser à leur communauté sur les réseaux sociaux le bon message. Tu vois, tu vas avoir le mec qui fait les tutos hike pour passer 3 jours en montagne sans se faire chier. Donc tu as le tuto de quel temps de choisir. Et du coup, c'est des mecs qui deviennent partie prenante de ton budget ambassadeur, dont les athlètes font partie. Et c'est là où finalement, tu as les médias papier ou même web, et les athlètes qui sont un peu mis en concurrence avec ces influenceurs, qui sont devenus à la fois des médias, à la fois des athlètes par leur personnalité, puisqu'ils sont hyper engagés malgré tout dans la pratique. Et donc c'est là où tu dis, bah, comment je reventile. Donc je vais investir finalement dans mes athlètes phares. Je sais que j'ai besoin de local hero, mais je sais que pour avoir de la diffusion sur mes réseaux sociaux, etc., j'ai besoin de certains influenceurs hyper crédibles. Et pas les influenceurs, la marque beauté, et toutes les 4 matins, ils changent de marque, quoi. Donc c'est vraiment... mais il y en a qui sont très très bons. Tu vois, on a des influenceurs qui font de l'upcycling de produits d'outdoor et qui sont des créateurs de mode de produits d'outdoor. Donc ils prennent des vestes à toit, des pantalons en fin de vie tout déchirés. Ils refont un truc. Et ils refont un truc, ils vont te Ok. refaire un sac à dos, une espèce de sacoche, mais hyper stylisé en upcycling. Ils sont hyper créatifs et ils te font des pièces uniques. Et c'est des mecs qui sont hyper suivis. Et finalement, ils deviennent un influenceur clé parce qu'ils amènent à la fois de la créativité, ils sont dans ta démarche d'éco-responsabilité, de zéro déchet, et ils deviennent un élément complémentaire d'influence qui est ton athlète. Et donc, du coup, oui, tu investis sur ces gens-là, tu investis sur ces influenceurs, tu connais pas vraiment ton retour sur investissement, mais tu sais que de toute façon, ça t'amène du crédit, ça t'amène du trafic, ça t'amène de la visibilité. Et c'est comme quand tu investis sur Instagram sur des posts. Tu vas investir 100 pour diffuser ton post. Tu sais pas si ce post il a réellement touché tout le monde. Tu sais combien de gens l'ont vu et l'ont scrollé. Mais finalement, c'est combien tu payes qui gère ta diffusion. Ça veut pas dire que ton post est pertinent. Donc il y a une prise de risque dans tout. On doit investir dans tout. Mais malgré tout, tu investis l'enveloppe que tu as. Et c'est l'enveloppe que tu es prêt à perdre aussi. En disant si ça marche pas, tant pis. J'ai le droit de merder. Parce qu'il y a tout le reste qui est censé normalement être plus safe. D'où la maîtrise. Ouais. Tu peux pas balancer ton oseille en disant de toute façon, si je mets 1, je vais avoir 10. Tu vas donc dire, je mets 1 million. je vire tout le monde, je prends Mbappé et on va voir. Ouais. Tu vois, ça, il y a des gens qui le feraient. Mais c'est qui tout double, quoi. C'est un énorme risque à prendre. Et en plus, ton athlète, et c'est là où finalement, c'est aussi, il y a un certain risque, c'est s'il devient trop hardcore. Tu vois, on prenait le cas Armstrong avec Nike. Le mec, il s'est dopé, il a dû tout rembourser, il a dégradé l'image de Nike. Nike sponsorise des dopés. Et ça, bah, c'est ce qu'il faut aussi faire gaffe quand tu recrutes tes athlètes. Mais tu peux pas maîtriser l'humain. L'humain, c'est intangible, quoi. Non, c'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, de potentiels problèmes, toi, vous, depuis le début que vous avez lancé la marque, est-ce que tu as un ou plusieurs défis auxquels vous avez dû faire face qui vous a vraiment posé un gros souci pour pouvoir passer au-delà et puis continuer à progresser? Tu as un truc en tête qui est... Ah ouais, clairement, ouais. La structuration humaine. Ok. En fait, jusqu'à 20 personnes, on était une start-up et une bande de potes qui lancions le projet, on y était jour et nuit, tout le monde aidait tout le monde. Personne disait non, ça c'est pas mon job. Tu vois, tu étais vraiment en mode projet
comme si tu faisais des charrettes jour et nuit, quoi. Et avec l'amour du projet, avec tout ça. Et à partir de 20 personnes, en fait, tu dois commencer à mettre une hiérarchie parce que tu peux pas être partout avec tout le monde. Donc tu dois mettre un manager de service qui va organiser le marketing, un qui va organiser la logistique et la finance, et un qui va organiser le design et la qualité. Et du coup, bah, à partir du moment où tu mets des gens et que tu mets des strates, bah, tu crées des jeux de pouvoir et tu crées tout un tas de blabla finalement autour de l'entreprise qui fait que derrière tu rentres dans la discussion de les jours de récup, les heures supplémentaires, la pointeuse, pas la pointeuse, le droit du travail. Vous êtes combien là aujourd'hui là? Là on est 100. Ok. Et du coup on a eu 3 paliers vraiment hyper durs. Un palier à 30 où là c'était vraiment une crise sociale en interne. Et on a fait un audit de ressources humaines avec une société externe pour qu'elle nous aide à nous structurer parce que on n'arrivait plus à gérer les deux bouts. Le business allait super bien, la marque se développait super bien, mais en interne c'était un méli-mélo total, quoi. Et donc cette boîte nous a réussi à amener de la structure, elle nous a poussé à embaucher un DRH, enfin une DRH en l'occurrence, et pour régler justement tous ces aspects sociaux, etc., qui amenaient des tensions. Et à partir du moment où cette partie-là a été libérée parce qu'il y a eu de l'écoute et tout, tu vois, nous, on était dans le business du quotidien. Il fallait développer les produits, aller dans les usines, aller dans les magasins. Ouais. Et quand l'autre, il te dit qu'il a fait 1 heure de plus la semaine dernière, t'es là, ouais, bah c'est bien, je sais pas, fais 1 heure de moins la semaine prochaine, ciao, quoi. Ouais. Et ouais, mais j'aimerais bien qu'on les note pour qu'on soit que c'est équitable. Toi, t'es là, mais moi, j'ai pas monté cette boîte pour faire de la paperasse administrative. Mais c'est hyper important. C'est légitime parce qu'eux, ils Parce sont que- à leur niveau et Ouais. ils ont envie de compter Et puis leur en plus, si tu veux développer l'entreprise, eh ben, c'est tu as sur eux besoin qu'il des faut gens. qu'ils comptent, bien Et sûr. finalement, il y a que l'équipe qui va développer l'entreprise. Toi, tu ne peux être qu'un leader qui va amener des idées, qui va impulser des choses, qui va impulser une dynamique, qui va devoir le mieux possible montrer l'exemple. Je peux pas faire le job. Mais, Tout le job. mais à un moment, le job, il peut pas être fait par toi partout. Et il peut pas être fait par toi aussi comme tu as décidé qu'il serait fait partout. Et c'est là aussi où il y a la notion de savoir déléguer qui a été vachement dure. Ça, ce point-là, ça m'intéresse si tu arrives à le développer, parce que tu as beaucoup plus d'expérience que moi à ce niveau-là, en tout cas depuis plus longtemps. Et justement, quand toi, en tant que chef d'entreprise, je pense que tu as eu ce moment-là où tu avais envie d'un peu d'être partout et tout faire. Qu'est-ce qui a fait que tu as délégué, tu as réussi à déléguer et à aller donner tes responsabilités, c'est ce que tu faisais à d'autres personnes? Comment tu as fait pour faire ça? La délégation, elle part. En fait, moi, je pensais que en impulsant mes attentes, la personne, elle comprendrait, qu'elle ferait comme moi je l'aurais fait. Et c'est jamais fait comme tu l'as fait. Et ce qu'on a appris à travers notre premier audit, c'est vraiment cette capacité à définir les objectifs clairs et précis que tu attends de la personne. Et à partir du moment où c'est hyper cadré, tu lui laisses de la liberté, tu vois, c'est le freedom within the frame, donc la liberté dans le cadre. Tu lui laisses cette liberté de l'exécuter comme elle le sent, mais avec des jalons intermédiaires pour valider que le résultat attendu est là. Mais en tout cas, tu as vraiment défini clairement ce que tu attendais d'elle et là où tu l'attendais. Et à partir du moment où on a fait ça, on s'est retrouvé à avoir des managers qui sont devenus des vrais managers, qui ont déployé leurs ailes et qui n'ont pas été oppressés par nous, un de nous trois, par rapport à nos attentes. Et à partir du moment où ils ont livré, nous, on a eu la confiance, et à partir du moment où la confiance s'est installée, on a complètement pris du recul sur cette gestion du donneur d'ordre. Tu vois, on n'est plus dans l'exécutif, on est dans le challenge, et tu as ce lâcher prise, et tu t'engages sur d'autres enjeux de développement de boîte et autres, et tu sais que là, c'est fluide. Mais il y a forcément une phase de doute, parce qu'il faut que la confiance s'installe. Il faut déjà que toi, tu aies une confiance en toi forte par rapport à ce que tu attends, et que tu sois sûr de ton orientation, parce que si tu passes du coq à l'âne en permanence, du coup, en dessous, le mec, il se dit, de toute façon, il me dit blanc aujourd'hui, il me dira rouge demain et noir après-demain, donc c'est la merde. Donc, tu as vraiment cette notion où toi, tu as un rôle hyper important pour que ça marche. Derrière, tu as ce cadre vraiment à cadrer, et ça a été la plus grosse difficulté pour nous. C'était cadrer ce qui était presque inconscient pour nous, parce qu'on répondait à des choses très instinctives, qui pour nous étaient naturelles.
Bien sûr. mais qui pour autrui est pas naturel. Et même peut-être entre Jérémy et moi, parce que moi, ce qui est naturel pour moi, ce n'est pas pour lui. Mais vu qu'on avait chacun nos business à développer, enfin nos nos unités à développer, on se posait pas la question, Vous faisiez confiance entre on vous, se de faisait toute façon. confiance en nous. C'est toi Et, l'expert de ça, toi l'expert de ça. et donc ça c'était le truc qui a été challengeant. Et après, on est arrivé là à 70. Et là, on a eu une deuxième crise de croissance humaine. C'est une vraie structuration parce que là, tu rajoutes des couches. Et là, tu dois créer. Et là, on a créé un comité de direction qui n'existait pas, qui permet d'avoir d'une seule voix la volonté de l'entreprise diffusée dans tous les services à toutes les personnes. Ok. On avait une problématique, c'est que on se parlait entre nous trois. Après, ça a passé aux responsables de service, mais après, il y avait 1 à 2 strates en dessous. Et finalement, plus tu descendais dans l'organigramme, moins l'information était diffusée. Du coup, moins tu avais l'adhésion, moins tu avais la compréhension du pourquoi. Et la mise en place d'un comité de direction qui permet de partager l'orientation, de partager les grands enjeux, de des fois faire des vraies concessions sur un service par rapport à un autre. On a un enjeu à développer le digital aux États-Unis. Bah, le budget cette année, il ira dans le digital et pas sur le réseau de développement des magasins en propre. Et du coup, bah, c'est un parti pris qui a été pris collectivement avec des enjeux d'entreprise qui sont compris par tous. Et du coup, quand tu redescends le message, quel que soit le service, tout le monde l'entend et tout le monde du coup adhère et avance avec. Alors que quand on te dit juste, bah non, il n'y aura pas les magasins, et que l'autre il dit, ouais, on a eu le budget, bah, au final, tu as une équipe qui est hyper frustrée. Ouais, ok, on est encore sanctionné, et du coup, elle le prend mal parce qu'elle n'a pas compris l'enjeu global, parce que c'est un problème de communication interne. Et du coup, à partir du moment où on a mis en place ce comité de direction, les enjeux qu'on adresse, ils sont actuels, hein. C'est cette communication interne pour que tout le monde ait la bonne info. Et cette com interne, c'est celle qui fait que les équipes vont être emmenées dans une direction pour le service du projet. Et que les gens vont pas avoir chacun leur interprétation du projet et de ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est hyper dur. Et on sait qu'à date, on a une phase hyper critique de l'entreprise. On est sur un chiffre d'affaires entre 40 et 50 millions qui oscille. Et le palier des 50 millions, c'est un palier dans l'industrie de l'outdoor qui est assez intéressant parce que à partir du moment où tu passes 50 millions, ça veut dire que les grandes chaînes de distribution d'outdoor de la planète entière te font confiance parce que c'est elles qui sont capables de t'amener au-delà. Le marché des magasins spécialisés, il est assez restreint et il est plutôt plafonné à 50 millions. Et quand tu rentres dans cette grande distribution spécialiste de l'outdoor, celle-là, elle te permet de passer des caps. Mais ce cap, il passe qu'avec, il y a peut-être que aujourd'hui 25 marques élues dans le monde, en textile, dans l'outdoor, parce que c'est des marques qui sont capables d'amener un niveau de service très fort. Les marques sont très fortes en termes de com, elles les amènent des niveaux de service en trade marketing importants. Et, et à date, ces grandes chaînes, elles nous font confiance que moyennement. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que structurellement, en interne, on leur a pas amené tous les niveaux de service qu'ils attendaient. Tu vois, ils veulent que tu te connectes à leur système informatique, ils veulent que quand ils appuient sur un bouton, le lendemain, le produit est chez eux. Ils veulent que, en termes de notoriété, tu sois capable de faire des campagnes de notoriété énormes où eux, ils ouvrent le magasin, les gens se jettent sur tes produits. Euh, et Ça, ça, c'est le cas d'un Nike. Nike sort une série limitée, ils ouvrent le magasin à 500 mecs devant. Ça, c'est l'intention de la marque et des fondateurs, ou Enfin, vous voulez rester à ce non, niveau-là ce que je veux dire, c'est que là, à date, vous êtes à ce niveau du palier là. on travaille pour rentrer chez ces grandes chaînes. Ok, c'est l'intention. Et on se structure pour rentrer chez ces grandes chaînes. Ça nécessite plein de structuration en interne. Et ça nécessite aussi une adhésion aussi à un message de marque clair. Et tout à l'heure, on parlait de la plateforme de marque. Tu vois, on a eu un gros boulot en marketing de réécriture de la plateforme de marque pour que tout le monde la comprenne. Parce qu'elle était dans la tête de Jérémy, Vincent et moi. Et ce que nous, on estimait créatif, disruptif, c'était nous trois qui l'estimions parce qu'on a grandi avec les mêmes codes, les mêmes valeurs, les mêmes référentiels. Mais tous ces gens qu'on embauche aujourd'hui, qui ont entre 20 ans et 40 ans, ils n'ont pas les mêmes références. Il n'y en a aucun qui a le même référentiel. Et du coup, chacun, quand il prend une décision, il a l'impression que c'est bien pour la marque. Mais finalement, au niveau de la plateforme de marque, bah, il y a plein de trucs qui tapent à côté de la plaque. Donc il y a un énorme boulot pour créer cette espèce de cohérence globale, pour que tout le monde rame dans le même sens. Parce qu'à date, on a un mec qui rame comme ça, l'autre qui rame à l'envers. Et pas parce qu'ils veulent mal faire.
Et toi, tu aurais l'impression que les mecs sont des bons à rien, ils y mettent pas du leur. En fait, le vrai problème, il vient de toi. Parce que dans ton savoir délégué, c'est aussi savoir donner le cadre très précis de là où tu les attends, de qu'est-ce que c'est que Picture, de qu'est-ce que Picture ça doit devenir. Et tant que toi, en tant que leader, t'amènes pas ça, et ben ces mecs-là, ils vont pas l'inventer. Et pour justement, pour transférer ces valeurs, déjà, il faut qu'elles soient claires. Et ensuite, derrière, comment tu fais pour les diffuser? Bah, C'est par rapport, c'est pas vous la directement, diffusion, j'imagine, elle part d'un. Il y a plusieurs choses. Déjà, t'as un document commun que tu crées, mais- Mhm. mais les gens, ils vont pas se taper un machin de Mhm. 50 pages. Mhm. Du coup, derrière, on travaille la formulation de ce document sous forme de vidéo. Donc, Ok. des vidéos de marque, des vidéos où là, pour le coup, les valeurs transpirent. Ça, c'est quand tu rentres dans l'entreprise, tu regardes cette vidéo-là ou c'est c'est ce que Bah, vous avez mis en place donc tout là, le c'est monde. ce qu'on est en train de mettre en Ok. place. T'as toutes ces vidéos pour que les mecs se nourrissent des vidéos. Mhm. On leur montre aussi les films de la marque dont on parlait, qui ont fait les festivals. Et ils ont une journée de formation aussi sur toute la partie mission de la marque, enjeu de la marque sur la partie développement durable et l'impact que la marque essaye d'avoir pour amoindrir son Impact impact, carbone. quoi. Et, euh, et du coup, derrière, on essaye de les embarquer sur quelque chose de très très clair. Et on a encore des enjeux parce qu'on n'est pas encore suffisamment clair. On a encore des gens qui comprennent pas forcément bien. Et du coup, ça, c'est vraiment dans nos mains et c'est des trucs qu'on adresse encore aujourd'hui au bout de 15 ans de marque. Ça fait combien de temps que vous avez. Ça fait pas longtemps, en fait, que tu fais ce genre de. Que vous Bah faites là, ce ça genre fait de. 2 ans qu'on Ah, est c'est vraiment ok. sur ces sujets-là. Tu vois, le Ok. palier des 70 personnes il y a 2 ans post-Covid, là, Hmm. c'est ce palier qui a fait que on ait cette nécessité bien précise d'écriture de qu'est-ce que c'est la marque, qu'est-ce qu'elle doit devenir, qu'est-ce que c'est la marque dans 5 ans. Et c'est des choses, on vivait vachement au jour le jour, en mode start-up pendant 10 ans. Hmm. Et on est passé de ce mode start-up à vivre au jour le jour, à se dire, oh, demain sera meilleur, ben, il faut vraiment Une écrire demain, structure. Hmm. il faut embarquer les gens, parce que finalement, tu te retrouves avec des gens, s'ils n'ont pas la direction, ils vont bosser 30 heures par semaine sur 35, sur un truc qui va être jeté à la poubelle parce que c'est pas dans le cadre. Ouais, c'est pas optimisé, quoi. Hmm. Mais c'est vachement dur, hein. Et en plus, derrière, plus tu as de monde, plus tu as de querelles, plus tu as d'enjeux sur. Plus ta politique salariale doit être claire, expliquée. Donc c'est là qu'on a travaillé, tu vois, une espèce de fourchette salariale en étant junior, intermédiaire et expert de ton poste. Avec ton poste, potentiellement, bah, tu peux gagner entre 30 000 et 50 000 euros par an sur ce poste et cette fonction-là, suivant ton niveau de maturité. Et du coup, on a cadré chaque poste à chaque niveau de l'entreprise pour que, même dans les évolutions de carrière, les gens puissent se projeter et puissent aujourd'hui arrêter de jalouser le voisin et de savoir pourquoi ils sont là. Et du coup, ça te permet, ça, tu dois mettre du cadre dans ta politique salariale, tu dois mettre du cadre dans tout. Et du coup, bah, recruter un mec qui est super bon mais qui vaut 20 000 euros de plus pour un poste où toi tu l'as cadré à 20 000 euros de moins, bah, des fois, il faut accepter de dire bah, tant pis. Hmm. Parce que ça, même si le mec est bon, ça va foutre la merde dans toute mon entreprise, puisque tout le monde parle entre eux et les gens sont assez transparents sur combien ils gagnent, etc. Et donc cette gestion des plans de carrière, de l'argent et encore plus dans le bassin annécien où tout est cher, l'accès à la propriété est cher, l'accès au logement est cher, indexé presque sur le niveau de vie suisse, bah là, la politique salariale, elle doit être ultra claire pour que les Hmm. gens sachent où ils aillent et ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Après, ça, c'est leur choix. Mais en tout cas, il faut pas que tu crées de disparité, sinon tu perds les gens et tu les démotives. J'avais une question justement qui est en rapport avec ça et par rapport justement au fait que vous engagez au fur et à mesure et que la marque progresse. Aujourd'hui, vous n'avez pas fait de levée de fonds. Vous êtes tous les trois partis de zéro et vous avez tout financé vous-même. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette volonté? Est-ce que justement c'est une volonté ou est-ce que vous n'en avez pas eu besoin? Comment c'est dans vos têtes par rapport justement à ce sujet-là? Bah, on en aura peut-être besoin à Mhm. l'avenir, parce que quand je te parlais des paliers, Ouais. bah, le fameux palier du dessus, il nécessitera peut-être une levée de fonds si on y a accès. Mhm. C'est pour ça qu'à date, il est dans les réflexions, mais il n'est pas d'actualité. À l'inverse, on avait envie de garder notre liberté le plus longtemps possible. D'une, tu sais que l'entreprise, quand elle se développe, elle prend de la valeur.
Donc, de toute façon, plus t'en donnes, à la fin, moins il t'en restera. Donc, faire une levée de fonds alors qu'on était capable de s'autofinancer, ça avait peu de sens. Et ça ne nous avait pas permis de passer des caps spécifiques. La levée de fonds, il faut l'envisager comme un moyen pour atteindre une ambition. Je vais te prendre un exemple concret, puisqu'on est bien copains avec Greg Sand, le fondateur de Moustache Bike. Lui, il a fait une levée de fonds pour créer une usine de production à Épinal. Et il voulait des unités d'assemblage à Épinal qui lui permettent d'avoir plus de productivité dans les vélos, faire du Made in France et, euh, et passer un autre cap puisqu'il maîtrisait l'outil industriel. Il n'était plus que uniquement assembleur, il était fabricant. Et du coup, son entreprise prenait une autre dimension. Donc, il a fait une autre dimension, il a fait une levée de fonds pour redimensionner l'entreprise. Donc, il a levé 160 millions d'euros qui lui ont permis de développer un outil industriel et de passer un cap avec l'entreprise. Mais tant qu'il achetait des vélos, qu'il faisait développer des cadres chez un sous-traitant, qu'il assemblait et qu'il vendait, il n'y avait pas forcément besoin d'argent puisque ça se développait petit à petit. Donc en fait, on n'a jamais, nous aussi, eu un projet tellement ambitieux en termes de nécessité financière qu'on a pensé à faire une levée de fonds. Donc c'est même pas venu à notre esprit de se dire on va faire une levée de fonds. Parce que finalement, on diffusait la marque au rythme organique où elle devait se diffuser. Et donc, on avait des gens qui en achetaient un peu plus, on diffusait dans d'autres pays, petit à petit, de manière hyper réfléchie. On pouvait acheter 100, bah, on achetait pour 100, on diffusait pas la marque au-delà. Et ça nous a permis aussi de la diffuser de manière vachement saine. On n'a pas fait une croissance exponentielle et puis une chute exponentielle. En fait, on a fait une croissance hyper linéaire, hyper saine, qui fait qu'aujourd'hui, on est en période de récession économique. Et ben, même si nos clients sont un petit peu en berne, ce travail d'avoir installé la marque sur le long terme petit à petit, ça assoit des relations long terme aussi avec nos partenaires qui fait qu'on aurait pu se casser la gueule de moins 50 et qu'on prend que moins 10. Donc finalement, on s'en sort plutôt bien grâce aussi au fait d'avoir grandi petit à petit, de ne pas avoir voulu mettre la charrue avant les bœufs. Et puis quand on a créé la marque, l'ambition du départ du projet, c'était pas de se faire un max de pognon et de devenir riche. C'était de vivre de l'industrie qui nous fait rêver depuis tout gamin. Et finalement, on se dit, bah, nous, on aimerait bien vivre et pouvoir rider un max. Et finalement, on est plus attiré par avoir plus de temps libre que plus de thunes. Donc, moi, mon ambition de vie, c'est pas de gagner 50 000 balles par mois. C'est potentiellement d'avoir le même salaire qu'aujourd'hui, mais de bosser que 10 heures par semaine. Et, euh, et c'est là où je serais plus heureux dans ma vie. Bien sûr. Et Vincent et Géré ont les mêmes ambitions et les mêmes leitmotifs. Et c'est ce qui fait que notre association aussi, depuis la création de la marque, elle est hyper soudée et qu'elle fonctionne bien. C'est que bah, la vision financière, la vision du temps libre et du temps qu'on veut rider par an, elle est similaire. Donc même si on a des dissonances dans la manière dont on manage, même si on a des petits conflits d'intérêts à droite à gauche, ce qui est la vie. Dans le fond du fond, on a les mêmes ambitions personnelles dans nos vies, les mêmes ambitions pour Picture. Donc, notre trio, il tient super bien. Et en plus, on sait que les compétences des uns des autres, on les respecte les uns les autres à 200%. Et donc, on est un peu à la vie, à la mort ensemble. Et si demain, Picture doit se vendre, s'arrêter, etc., on partira à 3. Il n'y en a pas un qui restera et les deux autres vendront. Donc, on a vraiment ce truc qui est hyper fort. Après, justement, tu parles de ces deux amis qui ont été pour toi une évidence que, de par les compétences et de par votre amitié et vos liens, et donc j'entends depuis tout à l'heure que en fait votre association, Picture dépend de votre association, puisque c'est ça qui fait aussi la force de la marque, c'est votre compréhension entre vous, vos ambitions qui sont communes, etc. C'est quoi pour toi justement les points qui font que tu as le bon associé et comment bien choisir son associé? Est-ce que il y a une règle particulière ou est-ce que chaque Pour personne moi, va être différente? je pense qu'il y a deux choses essentielles. C'est le rapport à l'argent qu'a la personne avec qui tu t'associes. Okay. Ça doit être le même que le tien et les ambitions versus l'argent doivent être les mêmes que les tiennes. Ce qui fout le plus la merde, c'est la thune. Et en fait, des gens qui peuvent être des super amis dans la vie, il y en a un, ça peut être une grosse pince qui veut rien dépenser, et toi qui vas être hyper dépensier, tu sais que déjà ça va au clash. T'en as un,
il va considérer que avec 2000 euros, on peut très bien vivre. L'autre, il va dire que c'est à 3000. Tu auras un conflit d'intérêt sur le salaire. Et donc, finalement, la vision que tu as de l'argent et de comment tu vas gérer l'argent dans l'entreprise et comment tu vas gérer ta rémunération dans l'entreprise, tes avantages naturels dans l'entreprise, presque tu l'écris sur 10 ans dans le cas idéal. Il faut que tout le monde soit d'accord pour que ça se déroule comme ça. Donc la thune, pour moi, c'est vraiment le rapport à l'argent. C'est la première des premières choses dans l'association qui est clé. Et ensuite, je dirais que c'est les compétences parce que à compétences similaires, si t'es pas sur des compétences complémentaires, tu vas avoir vachement de difficultés parce que chacun va vouloir le faire à sa sauce. Tu vas forcément avoir un moment où tu vas critiquer le travail de l'autre et inversement, et où vous allez vous marcher dessus. Et je pense que deux associés, ils doivent être hyper complémentaires, ils peuvent pas être similaires. Il n'y a aucun intérêt de s'associer avec quelqu'un de similaire à toi. Ou sinon, si vous êtes similaires, chacun a un rôle, l'autre a un autre rôle, et ils sont complètement définis en amont. Et c'est potentiellement un pacte à la vie et à la mort de ne jamais se marcher dessus, de ne jamais remettre en question les rôles de l'un et de l'autre. Et du coup, à partir du moment où tu as réussi vraiment à définir ça, et que le rapport à l'argent est OK, et que les rôles sont clairement identifiés, il n'y a aucune raison que l'association elle pète. Et là, dans nos groupes d'amis, on a vu des dizaines d'entrepreneurs et d'entreprises éclater à cause des associations, de gens quitter les entreprises à cause des associations, de business hyper sains qui ont vu leur fin à cause de l'association. Et systématiquement, et ça c'est vraiment l'élément similaire qu'on retrouve dans tous les scénarios, c'est de la thune. C'est il y en a un, il s'est barré avec de la thune, c'est il y en a un, il a voulu faire le pacha, il s'est acheté une Mercedes avant même que l'entreprise ait fait ses premiers profits. C'est C'est le centre central. et il y en a un, il a voulu réinvestir dans l'entreprise et l'autre il a dit non, je veux qu'elle reste là et on prend tous les sous. Et du coup, dans cette vision des rôles et de l'argent, c'est aussi comment tu veux amener l'entreprise à 5 ans et 10 ans. Il faut vraiment écrire le 5-10 ans. Ou comme diraient les financiers, c'est par phase de 3 ans, donc le 3-6-9 à la rigueur. Mais vraiment écrire ces phases en disant le scénario idéal, ça va là, là, là. Comment on gère avec l'argent et comment la boîte va générer de l'argent. Si elle en génère moins, on fait quoi? Si elle en génère plus, on fait quoi? On se serre la ceinture comment? Est-ce qu'on trouve un job parallèle? Et tu vois, ce qui nous a aussi soudés, c'est qu'on avait dit, bah nous, 3 ans sans salaire. Et donc on avait 1 an où on avait notre chômage, et après, bah, les 2 ans d'après, moi c'est ma mère qui me mettait 500 balles par mois sur le compte, et puis toujours payer l'essence de ma caisse. Voilà. Et Vincent, c'était pareil, J'irai, c'était pareil. Mais on s'était dit, bah, 3 ans sans salaire, tout l'argent qui est gagné, il est remis dedans, parce que notre businessman, il peut pas faire autrement. On a suivi pile poil le business plan, on a fait ça, personne s'en est plaint, personne n'a remis en question ça, parce qu'on l'avait défini. Et moi, je suis retourné vivre chez mes parents pendant 2 ans. J'ai redonné mon appart et tout, parce que bah, y avait plus de sous. Mais c'est la vie. Du coup, on avait écrit ça, on l'avait dit, on l'a tous fait. Et du coup, à partir du moment où c'est écrit et accepté par tous, ça déroule. Et c'est là où t'écris ton scénario et surtout tu parles d'argent et tu sais parler d'argent. Et il faut absolument que si c'est un binôme ou un trinôme, il y en ait un qui soit un creveur d'abcès. Parce qu'il y a trop de gens qui parlent pas, qui prennent pour eux et un jour ils explosent comme une bouilloire, quoi. Et là, c'est hyper clé que il y en ait un qui soit capable d'adresser les sujets et de faire parler les autres. C'est qui chez Picture, c'est qui Ouais, moi, je suis plutôt la grande gueule qui parle de tout. Ok. Et j'ai aucun souci avec aucun sujet. Donc là-dessus, Vincent, qui était beaucoup plus introverti, bah, tu vois, après 16 ans de boîte, il est devenu un mec qui maintenant parle, s'ouvre et tout. C'était contre nature pendant longtemps. Et puis petit à petit, ça a déroulé. Et puis quand on a eu 2-3 soucis humains, bah, c'est presque là où il y a eu une émancipation d'un Vincent sur le sujet, géré de la même manière. Donc non, après de toute façon, on a tous grandi, pris de la maturité. Oui, avec le temps, c'est normal. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est super important de savoir adresser les sujets. Ouais, et puis ce qui crée le plus de merde, et là, c'est pas par rapport à l'association, mais dans l'entreprise, c'est de mal communiquer. Ce qui crée des conflits, ce qui crée des bruits de couloir, c'est que la communication est mal organisée.
Donc tout à l'heure, quand on parlait de créer une espèce de socle commun d'informations qui fait que tout le monde va dans le même sens, toutes les merdes qu'on rencontre, systématiquement, elles sont liées à une communication qui a raté et déconné à un moment. T'as oublié de dire, t'as pas été Ouais, assez clair, ça a été mal transmis par ton manager, etc., exactement. etc. Ok. Et en vérité, c'est toi qui es en haut de la Ouais. structure, et donc si Ah, mais au nous, on a final une c'est mal, responsabilité voilà, c'est ça, énorme c'est dans, ça. dans ça. Mm. Et c'est Et, aussi d'accepter et aussi à de se date, dire. c'est là où on pêche le plus. Et Mm. pour passer, tu vois, un cap de business, Mm. on aura besoin que ce socle de communication et cette ligne directrice, elle soit claire pour tout le monde, que tout le monde y amène l'adhésion. Et du coup, il y aura beaucoup moins de déperdition et on avancera vachement mieux. Mais tu sais, c'est comme dans le sport. Enfin, moi qui l'ai vécu dans le rugby. Si t'as un coach qui dit aux trois quarts d'écarter les balles sur l'aile et que l'avant il dit quand vous avez une balle, on fait des molles, Ça marche pas. ça marche pas. Mm. Donc à un moment, faut parler d'une voix, faut créer un projet commun, Mm. faut créer l'adhésion, faut que chacun comprenne son rôle, faut que chacun sache à quel moment il intervient, à quel moment il va vraiment être puncher et avoir un impact fort. Et, euh, et moi, ça me fait kiffer dans le projet parce que je retrouve tout ce que j'ai vécu dans le sport et qui me fait kiffer dans le sport. Et, euh, et je trouve que l'entreprise, c'est le monde du sport, sauf que c'est pour gagner ta vie, quoi. Ah, justement, dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, justement, ça fait un beau parallèle, justement, ce monde du sport relié à l'entreprise. Il y a pas longtemps, tu as fait un raid, justement, avec alors, pas l'équipe de Picture, mais avec des amis à toi, je pense. On Ouais. en a parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'était quoi ce défi, ce raid que tu as eu avec tes amis, en quoi il consistait et comment ça s'est déroulé? Alors, tu vois, je me suis pris de passion pour le raid aventure il y a 6 ans. Ouais, Et en fait, c'est une activité où j'ai retrouvé un peu tout ce qui me fait kiffer. À la ok. fois le dépassement de soi, à la fois la dimension collective, euh, le côté, même si je suis moins bon sportivement et physiquement, je peux quand même gagner parce que tout est en orientation. Donc le format, c'est des courses de 5 jours. Ouais, ok. Donc tu pars pour 5 jours de course et tu vas alterner des sports. Tu vas t'auto-ravitailler, tu vas t'auto-gérer et c'est que des sports de nature. Donc c'est VTT, kayak, canyon, trail, natation et du coup on te donne un roadbook avec des cartes, téléphone interdit, GPS interdit, carte boussole. Sur les cartes, tu as des points cardinaux à aller pointer. Et donc du coup, chaque épreuve, c'est une activité. Donc par exemple en vélo, c'est des épreuves entre 50 et 100 bornes. Tu pars dans la montagne, c'est ta première étape de la journée, tu fais 70 bornes, 2000 de D+, tu as tes pointages à faire, tu vas chercher tes pointages, du portage vélo. Tu dois toujours être par 4 en équipe, tu n'as pas le droit d'être séparé de plus de 100 mètres, sinon tu prends des pénalités. Donc l'équipe arrive ensemble ou n'arrive pas. Mhm. Donc là, dans l'équipe, parce que tu sais que sur 5 jours d'épreuve où tu cours la nuit et compagnie, tu auras des coups de mou, tu auras de la fatigue qui va arriver. Donc il faut amener avec toi des sangles de traction, mais des sangles de traction sur les vélos. Dès qu'il y en a un qui est un peu dans le dur, celui qui est bien, il va tracter l'autre pour que tout le monde avance à un rythme similaire. Et, euh, et quand tu as ton roadbook terminé pour le vélo, hop, tu vas au checkpoint, tu switches ton sport, tu mets ton vélo dans ta caisse, tu récupères tes affaires de trail ou de natation, bam, tu pars pour ton autre activité. Et du coup, tu enchaînes les sports comme ça. Et sur 5 jours, tu fais environ 400 km avec 12 000 de dénivelé. Et tout ça, tout en orientation. Ce qui fait que des mecs, il y a des équipes, là, tu vois, le dernier aide, là, on finit quatrième au scratch, deuxième dans notre catégorie par 4, Mhm. quatrième au scratch sur 41. Et sportivement, je pense que tu prends nos VMA, nos capacités athlétiques, etc. On est peut-être 25 ou 30e de l'épreuve. Sauf que vu que 100% de l'épreuve, elle est en autonomie, donc Mhm. tu gères tes ravitaux, etc. Donc Et si en tu t'alimentes orientation. mal et autres, si tu bois mal, Ouais. tu vas avoir des coups de barre de ouf. Donc Mhm. les meilleurs sportifs peuvent potentiellement avoir les plus gros coups de barre du monde, donc tu vas les dépasser. Mhm. Derrière, vu que tu enchaînes plein de sports, et c'est multidisciplinaire, faut être un peu bon partout, mais si tu excelles dans un sport et pas dans les autres, bah ça sert à rien. Mhm. Ensuite, vu que c'est en orientation, les mecs peuvent se paumer. S'ils se pomment, qu'ils perdent 1 heure, toi tu te pommes pas, même en allant moins vite, tu arriveras avant. Et donc du coup, c'est vraiment un sport
d'équipe où le cerveau et la vigilance comptent autant que tes capacités athlétiques. Et vu que tu dois gérer le sommeil, tu dois gérer tes courses de nuit, bah, tu as aussi une gestion de ton corps sur le temps et l'amener dans les retranchements les plus poussés, quoi. Tu dors combien de temps par nuit là quand tu fais ça? Bah, là, sur ce raid course, on avait 3 nuits de 7 heures et le reste, c'était full course. Ok, sur 5 jours. Ça Ouais. fait 4 nuits et il y a une nuit complète où tu... Tu fais un jour de course, une nuit de 7 heures, un jour, une nuit, un jour en course non-stop, re-nuit de 7 heures, un jour, une nuit, un jour. Ok. Et, et les formats, donc là, on a fait plusieurs formats là, et là, on s'est inscrit pour l'Afrique du Sud là, pour le mois de mai. Wow. Et donc ça, c'est un format Coupe du Monde. Et donc ça compte des points pour la Coupe du Monde, même si nous, on n'a rien à faire dans la Coupe du Vous Monde. y allez Mais pour le kiff. il est accessible, tu vois, c'est un peu comme l'UTMB. Mmh. Et on verra bien ce qu'on fait. C'est quoi Et le format là, là? c'est des formats non-stop. Donc là, il n'y a pas de nuit, tu gères tes sommeils. Ils Ok. obligent que tu dormes 2 heures par nuit, donc tu dois déclencher ta balise et quand tu t'arrêtes et quand tu repars. Et, après, bah, tu gères ta course. Et donc ça, c'est un format qui est a priori un peu plus dur encore. Mais Ça, c'est en Afrique du Sud, c'est où? C'est dans c'est la... c'est à Cape Town. Ok. Donc après, je connais pas les parcours, ils changent tous les ans. C'est dans la nature? Et Comme en- ouais, comme- c'est dans la nature, quoi. C'est en mode wild, quoi. Wow. Ok. Et donc Y a là, pas de danger, la là, Corse, c'était la traversée de la Corse. Bah écoute, j'en sais rien. On Encore, s'il y a moins de danger, je parle en plus en termes d'animaux. d'animaux. En Afrique du Sud, ça me fait penser à ça. Mais non, Bah écoute, pour l'instant, ça ne voulait pas en tout préparer cas, encore. l'épreuve existe T'en sais depuis rien. très longtemps. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, Ok. Pas de vous sachiez. et voilà. S'il n'y a pas de traces quand vous faites manger par les lions. Non, exactement. non, mais du coup, là, enfin, moi, c'est un format qui est un exutoire de malade parce que là, on parle de la course, mais finalement, la course, c'est 6 mois de course. Parce que pendant 6 mois, avec ses potes, bah, tu vas faire du vélo ensemble. Tu fais tout l'hiver, faut que tu roules. Donc, tu te retrouves les soirs parce que tu veux pas péter ta vie familiale. Donc, de 10h à minuit sur Zwift dans ton garage à faire du Zwift en vélo. Tu fais ton training CrossFit à midi. Tu te fais un trail de midi par semaine. L'hiver, tu es en ski de rando. Et du coup, tu te retrouves avec cette team en permanence pour t'entraîner et pour arriver à accepter, à ce que ton corps accepte le volume. Parce que finalement, c'est pas de l'intensité, c'est du volume. Et donc, pour pas te blesser, il faut que tu aies bouffé du volume pendant les 6 mois qui précèdent l'événement. Donc, de manière progressive, on est tout le temps ensemble. Et du coup, ça donne un objectif. Ces phases d'entraînement, c'est des phases qui sont longues, qui sont intenses. Et par rapport au boulot, et ben en fait, on est dans l'entrepreneuriat, tu es sur des phases de stress hyper intenses aussi. Tu as un stress qui est financier, tu as un stress qui est humain, tu as un stress qui est aussi dans tes ventes. Donc financier, c'est pour avoir tes crédits, etc. Et puis, il faut assurer que l'argent rentre parce que tu as 100 salaires à payer à la fin de chaque mois. Du coup, bah, tes ventes, faut que tu fasses le follow-up de tes ventes. Le management des équipes dont on parlait tout à l'heure, eh ben, il y a toujours des problèmes à droite à gauche de la gestion. Et puis, il y a un leader dans un raid, j'imagine qu'il y a un leader un peu... Chacun a un rôle. Ok. Tu vois, t'as un orienteur, Ok. t'as presque un leader, le motivateur, quoi. Ouais. T'as le tracteur, t'as le mec, tu sais que c'est un tracteur et en vélo, qui est l'épreuve qui prend le plus de kilomètres. Tu sais que lui, il pourra tirer tous les mecs un Ok. peu dans la difficulté. Et t'as le même mec en trail, quoi. Ok. Et donc, du coup, même s'ils sont implicites les rôles, parce que suivant l'état de forme, chacun fera comme il peut. Mais il faut que tu aies un orienteur bis qui puisse prendre la carte si l'autre est trop capoute. Ok. Et donc chacun a vraiment un rôle, quoi. Mais en tout cas, l'épreuve, t'es en dehors du temps pendant quelques jours et t'es un peu mycorn, quoi. Ouais, non, mais c'est... Et après toute cette phase de préparation, c'est un vrai exutoire où tu te sors la tête de tout ce stress. Et je pense que moi, ce qui fait que moi, j'ai jamais ni fait de burn-out, ni eu des phases dépressives, etc. C'est parce que Je pense que c'est grâce à cet exutoire sportif, il fait qu'à un moment, ton corps, il se relâche et après, tu repars au combat. Mais du coup, tu t'es vidé et tu as vidé surtout ton esprit. Le vrai problème de la dépression ou du burn-out, c'est la charge mentale. On l'a vécu pas mal dans l'entreprise, on a eu 3 burn-out dernièrement, donc tu vois, ça te remet en question aussi en tant que manager. Et en fait, c'est le maintien d'une charge mentale permanente. Et ces exutoires où tu vas dans des phases de difficulté telles que ton cerveau il oublie les problèmes et il passe en mode survie, bah, c'est ce qui fait que pendant 2 heures de training, bah, la charge mentale n'existe plus, puis tu la reprends après.
Et ça amène à un vrai équilibre. Et le CrossFit, tu vois, c'est le truc qui en intensité courte te permet de faire ça de manière régulière. Tous les jours. Tu Et peux le tu faire nous tous vois les tous jours. les jours avec Bien Géré, c'est parce que ça nous fait un bien fou, quoi. Mm. Ça contribue au training. Et dans le CrossFit, tu retrouves ces valeurs aussi du raid, où tu vas, ou même ces valeurs du board sport dont on parlait. Hein. On vient les midis pour voir aussi les copains avec qui on Bien est sûr. tous les midis, c'est toujours les mêmes, on se check, on prend du plaisir à être ensemble, on s'en tape, que tu sois meilleur, moins bon, etc. Chacun fait à son niveau, mais on est ensemble. Et du coup, c'est le truc qui est hyper excitant. Et tu as une progression permanente. Mm. Et c'est ça qui est assez cool. Et tu vois, c'est ce qui. C'est peut-être mon mot de la fin, mais dans l'entrepreneuriat, moi, ma motivation, c'est toujours progresser, toujours évoluer, toujours améliorer, toujours développer. Et le moment où j'arrêterai d'apprendre, c'est le moment où j'aurai Faire autre envie d'arrêter. Mm. Et tu vis la même chose dans le sport. Tu vois, je trouve que le CrossFit, c'est un sport où tu vis des paliers permanents. Dans le raid aventure, c'est pareil, tu vas toujours au-delà de ce que tu connais de toi. Mm. Et c'est toujours un apprentissage nouveau. Et je trouve ça, c'est méga excitant dans la vie. Et quel que soit ce que tu fais, je trouve cette notion d'apprentissage, elle est forte, quoi. C'est clair, c'est clair. Juju, merci beaucoup. C'était un plaisir. Moi, je te souhaite justement d'arriver à passer ce fameux step dans quelques mois, quelques années, ça arrive, que ça se passe bien. Et puis, Mais c'est pas un, c'est pas je un voudrais objectif dire, c'est pas un c'est pas un objectif. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. En fait, si on est amené à le passer parce qu'on a bien bossé, tant mieux. Si on n'est pas amené à le passer, tant pis. On veut que la boîte soit pérenne, saine, qu'on maîtrise notre impact et qu'on le fasse bien. Et comme je te l'ai dit, on veut du temps libre. C'est vrai. Mais d'ailleurs, on se refera sûrement, ça m'intéresse beaucoup, parce que là, on a parlé beaucoup de pictures et moins de, justement, tes activités physiques comme le raid, justement, ça m'intéresse beaucoup. On reparlera on se reverra le moment où vous aurez fait un truc de à fond. Ça roule? Yes. Merci beaucoup, mon Juju. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'être resté jusqu'au bout. On espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux encore des épisodes de qualité comme celui-là, on compte sur toi pour liker la vidéo, la partager à un maximum de monde. Ciao.